Par un jour ordinaire, un millionnaire reçoit un appel qui bouleverse toutes ses certitudes. De l'autre côté du fil, une jeune femme humble l'avertit que son fils est en danger. Sans réfléchir, il abandonne tout et court désespérément à la recherche de l'enfant. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. En continuant, le soleil de juin baignait les Champs-Élysées d'une lumière dorée lorsque Sébastien Valmont quitta le siège de son empire financier. À 52 ans, il était l'incarnation même de la réussite parisienne. Sa silhouette élancée, vêtue d'un costume Lanvin sur mesure, se reflétait dans les vitres teintées de sa Bentley, tandis qu'il consultait les derniers chiffres de la bourse sur son téléphone. Rien ne semblait pouvoir ébranler le monde parfaitement ordonné qu'il s'était construit depuis 30 ans. « Monsieur, nous serons à la conférence dans 20 minutes. » Annonça Henri, son chauffeur depuis plus d'une décennie. Sébastien acquiesça distraitement. La conférence économique qui l'attendait à la Défense n'était qu'une formalité. Une apparition publique de plus, un discours déjà préparé par son équipe de communication. Sa présence était attendue par les plus grandes fortunes d'Europe et son influence sur le marché français n'était plus à démontrer. La vibration de son téléphone interrompit le cours de ses pensées. Un numéro inconnu. Habituellement, il aurait ignoré l'appel. Son assistante filtrait toutes ses communications. Mais quelque chose, peut-être l'intuition ou le destin, le poussa à décrocher. « Allô, monsieur Valmont ?» La voix à l'autre bout du fil était jeune, tremblante, presque inaudible. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » répondit-il avec l'impatience caractéristique des hommes, dont chaque minute vaut des milliers d'euros. « Je m'appelle Mathilde Lemaire. Vous ne me connaissez pas, mais... » La voix s'étrangla, comme si les mots refusaient de sortir. « C'est à propos de votre fils, Lucas. Il est en danger. » Le monde de Sébastien s'arrêta net. Le brouhaha de Paris, les notifications incessantes de son téléphone, les préoccupations financières, tout disparut instantanément. Ne resta que cette voix fragile et ces mots qui venaient de lui glacer le sang. « Que dites-vous? Où est Lucas? Que lui est-il arrivé ?» Les questions se bousculaient, tandis qu'une angoisse dévorante montait en lui. « Il est à l'ancien moulin, près de la Marne, à Noisiel. Il faut venir vite. Je n'ai pas pu. » La communication grésilla avant de se couper brusquement. « Henri !» La voix de Sébastien était méconnaissable. Oubliez la conférence. « Direction Noisiel, l'ancien moulin sur la Marne. » Immédiatement. Le chauffeur, surpris par ce changement soudain, s'exécuta sans poser de questions. La voiture fit demi-tour se frayant un chemin dans la circulation parisienne. Sébastien tenta de rappeler le numéro, en vain. Ses doigts, d'ordinaire si assurés lorsqu'il signait des contrats de millions d'euros, tremblaient maintenant comme des feuilles. Il composa le numéro de son ex-femme, Emmanuelle. « Où est Lucas ?» demanda-t-il avant même qu'elle ne puisse dire un mot. « Bonjour à toi aussi, Sébastien », répondit Emmanuelle avec une pointe d'ironie. « Il est à son cours d'équitation à Saint-Germain, comme tous les mercredis. Pourquoi cette question? Tu en es certaine? Tu l'as déposé toi-même? Non, c'est Philippe qui l'a emmené ce matin. Mais je viens d'avoir un message de son professeur il y a 1 heure pour me dire qu'il progressait bien. Sébastien, que se passe-t-il? Philippe Danton était le nouveau compagnon d'Emmanuelle, un homme que Sébastien n'avait jamais apprécié, mais qu'il tolérait pour la stabilité de Lucas. Appelle le centre équestre. Maintenant. Vérifie qu'il y est bien. Quelque chose dans sa voix dut alarmer Emmanuelle, car elle ne protesta pas. Je te rappelle dans 2 minutes. Ces 2 minutes furent les plus longues de sa vie. Les souvenirs de Lucas défilaient dans son esprit, sa naissance, ses premiers pas, son rire cristallin lorsqu'il le lançait en l'air, son regard sérieux quand il construisait des mondes imaginaires avec ses jouets. À 8 ans, Lucas était un mélange parfait d'intelligence vive et d'innocence pure. Il était la seule chose réellement importante dans la vie de Sébastien, même si le milliardaire avait souvent du mal à le montrer, englué dans ses responsabilités et ses ambitions. Le téléphone vibra. Emmanuelle. Il n'est pas là. Sa voix était blanche. Le centre dit qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Philippe m'avait assuré. Oh mon Dieu, Sébastien. Que se passe-t-il? J'ai reçu un appel. Une jeune femme prétend que Lucas est en danger, à l'ancien moulin de Noisiel. Je m'y rends immédiatement. Appelle la police. Il raccrocha, incapable de gérer à la fois sa propre panique et celle d'Emmanuelle. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Lui qui contrôlait tout,
qui avait bâti un empire financier respecté dans toute l'Europe, se sentait soudain totalement impuissant. « Plus vite, Henri, plus vite !» ordonna-t-il, tandis que la voiture s'engageait sur l'autoroute. Pendant le trajet, 1000 questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était cette Mathilde Lemaire? Comment connaissait-elle Lucas? Et surtout, quel danger menaçait son fils? Était-ce un enlèvement? Une tentative d'extorsion? Qui pourrait vouloir s'en prendre à un enfant de 8 ans? Malgré sa richesse, Sébastien avait toujours veillé à préserver Lucas de l'attention médiatique. Peu de gens savaient qu'il avait un fils, et encore moins connaissaient son visage. Cette discrétion était une mesure de protection, mais aussi un moyen de lui offrir une enfance normale, loin des privilèges ostentatoires et des jalousies qu'il pouvait susciter. La Bentley quitta l'autoroute et s'engagea sur les routes de campagne menant à Noisiel. Cette petite ville de Seine-et-Marne, autrefois célèbre pour sa chocolaterie Meunier, était devenue un lieu paisible, où subsistaient quelques vestiges industriels, dont l'ancien moulin mentionné par la mystérieuse inconnue. Lorsque la voiture s'arrêta enfin devant le bâtiment de briques rouges surplombant la Marne, Sébastien n'attendit pas qu'Henri lui ouvre la portière. Il bondit hors du véhicule et courut vers l'entrée du moulin, le cœur au bord des lèvres. « Lucas !» cria-t-il en poussant la lourde porte en bois. « Lucas, tu es là !» Seul l'écho de sa propre voix lui répondit. L'intérieur était sombre, humide, abandonné depuis des décennies. Des machines rouillées et des courroies pendantes témoignaient de l'activité industrielle passée. Sébastien avança prudemment, tous ses sens en alerte. Il est là-haut. La voix le fit sursauter. Une jeune femme se tenait dans l'ombre d'un pilier. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Ses vêtements usés et ses cheveux bruns emmêlés témoignaient d'une vie difficile. Malgré cela, ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche. « Vous êtes Mathilde ?» demanda Sébastien, partagé entre soulagement et méfiance. « Oui, suivez-moi, vite. » Sans attendre sa réponse, elle gravit un escalier métallique qui grinçait sous chaque pas. Sébastien la suivit, ignorant les 1000 questions qui se bousculaient dans son esprit. Seul comptait Lucas. Au 2e étage, ils traversèrent une salle remplie d'anciennes machines à quart d'air, puis Mathilde poussa une petite porte qui donnait sur une passerelle extérieure. Le vent soufflait fort au-dessus de la Marne, et l'eau en contrebas semblait particulièrement agitée. C'est là qu'il le vit. Lucas, son petit garçon aux boucles blondes comme les blés, était assis au milieu de la passerelle, ses jambes pendantes dans le vide. Il jouait avec un petit bateau en papier, apparemment inconscient du danger que représentait sa position. « Lucas !» cria Sébastien, paralysé par la peur. L'enfant se retourna. Son visage s'illumina. « Papa, regarde mon bateau. Philippe m'a montré comment le faire. » Le soulagement submergea Sébastien, mais fut immédiatement remplacé par l'urgence. La passerelle était vétuste, certaines planches manquaient, et Lucas était beaucoup trop près du bord. « Ne bouge pas, mon chéri. Je viens te chercher. » Avec une prudence infinie, Sébastien s'avança sur la passerelle. Chaque pas faisait craquer le bois sous ses pieds, et son cœur semblait suivre le même rythme inquiétant. Lorsqu'il atteignit enfin son fils, il le saisit dans ses bras et le serra si fort que Lucas protesta faiblement. « Papa, tu me fais mal. »« Fais tout. Pardon, mon cœur. J'ai eu si peur. » Il desserra son étreinte, mais garda fermement la main de son fils dans la sienne pour retourner vers la sécurité du bâtiment. Une fois à l'intérieur, Sébastien s'agenouilla pour se mettre à hauteur de Lucas. « Que fais-tu ici? Où est Philippe? » Il m'a dit qu'on allait faire une surprise à maman. On devait prendre des photos du moulin pour son livre. Mais il a reçu un appel et il est parti en me disant d'attendre. Il a dit qu'il reviendrait vite, mais ça fait longtemps. Sébastien sentit une fureur sans nom monter en lui. Philippe avait abandonné un enfant de 8 ans dans un bâtiment désaffecté dangereux. Mais ce n'était pas le moment d'y penser. « Et vous ?» dit-il en se tournant vers Mathilde qui se tenait en retrait. « Comment avez-vous su que mon fils était ici ?» La jeune femme baissa les yeux, soudain mal à l'aise. « Je vis pas loin. »« Dans le squat, là. » Elle désigna vaguement une direction. « J'ai vu l'homme laisser l'enfant. Ça m'a semblé bizarre. Puis quand il est parti et n'est pas revenu, j'ai trouvé le nom de votre entreprise sur le cartable du petit. J'ai appelé, mais votre secrétaire ne voulait pas me passer. J'ai fini par trouver votre numéro personnel sur Internet. » Son explication était simple, directe. Pas d'emphase ni de demande de reconnaissance. Juste le récit d'une action qui semblait innaturelle pour elle, mais qui avait sans doute sauvé la vie de Lucas. Sébastien observa Mathilde avec un mélange de gratitude et de stupéfaction. Cette jeune femme,
que la société aurait qualifiée d'insignifiante, venait peut-être de sauver la vie de son fils. Il remarqua alors ce qu'il n'avait pas vu au premier regard. Sa maigreur inquiétante, ses chaussures trouées, ses mains rougies par le froid malgré la douceur de juin. Une vie de misère était inscrite dans chaque détail de sa personne. « Vous avez appelé la police ?» demanda-t-elle, rompant le silence qui s'était installé. « J'ai demandé à mon ex-femme de le faire. » répondit Sébastien, encore sous le choc. « Il ne devrait pas tarder. » Comme pour confirmer ses paroles, des sirènes retentirent au loin. Mathilde tressaillit et une lueur d'inquiétude traversa son regard. « Je devrais partir, » murmura-t-elle, en faisant un pas vers la sortie. « Attends !» s'écria Lucas en se détachant de son père. « Tu as vu mon bateau en papier? C'est toi qui m'as aidé à le faire. » Sébastien regarda son fils avec surprise. « Vous vous connaissez ?» Mathilde haussa les épaules. « Je l'ai vu tout seul sur la passerelle. J'ai essayé de le faire rentrer, mais il ne voulait pas me suivre. Alors je suis resté avec lui, pour qu'il ne soit pas seul. On a fait des bateaux en papier ensemble. » Ces mots simples résonnèrent profondément en Sébastien. Pendant que lui parcourait les kilomètres qui le séparaient de son fils, cet inconnu était resté auprès de Lucas, veillant sur lui, le protégeant sans rien attendre en retour. La police arriva, accompagnée d'Emmanuel, qui se précipita sur son fils en pleurant. Les questions fusèrent de toutes parts. Pourquoi Lucas était-il ici? Comment Mathilde l'avait-elle trouvé? Où était Philippe? Dans la confusion, Sébastien remarqua que la jeune femme s'éloignait discrètement. « Mademoiselle le maire ?» l'appela-t-il. « Attendez, s'il vous plaît. » Qu'elle s'arrêta, les épaules légèrement voûtées, comme si elle s'attendait à des reproches. « Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. » Sébastien s'approcha d'elle, cherchant les mots justes. Comment exprimer sa reconnaissance envers celle qui avait peut-être sauvé ce qu'il avait de plus précieux? « Ce que vous avez fait, je ne l'oublierai jamais. » Mathilde leva vers lui un regard étonné, peu habitué à recevoir de la reconnaissance. « Ah, c'était normal. N'importe qui aurait fait pareil. »« Oh, non, » répondit-il avec conviction. « N'importe qui n'aurait pas fait pareil. La plupart des gens auraient détourné les yeux, auraient continué leur chemin. Vous vous êtes arrêté. Vous avez pris soin de mon fils. Vous m'avez appelé. Ce n'est pas rien. » Un officier de police s'approcha d'eux. « Monsieur Valmont, nous aurions besoin de votre déposition. Et vous aussi, mademoiselle. »« Le maire, » répondit Mathilde d'une voix à peine audible. « Mathilde le maire, vous pourriez nous accompagner au commissariat? Nous avons quelques questions à vous poser. » Une ombre passa sur le visage de la jeune femme. Sébastien comprit instantanément. Les sans-abri évitaient généralement tout contact avec la police, par crainte d'être expulsés de leurs abris de fortune ou simplement par méfiance envers les institutions. « Est-ce vraiment nécessaire, officier ?» intervint Sébastien. « Mademoiselle le maire a été d'une aide précieuse aujourd'hui. Sans elle, mon fils aurait pu. » Il ne parvint pas à terminer sa phrase. « Ne pourrait-elle pas simplement vous donner sa déposition ici ?» L'officier hésita puis acquiesça avec réticence. « Très bien. Mais j'aurais besoin d'une adresse où la contacter en cas de besoin. » Cette fois, ce fut Mathilde qui sembla perdre ses moyens. « Je n'ai pas vraiment d'adresse fixe. » Sébastien intervint à nouveau, mu par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas lui-même. « Elle peut donner la mienne. »« Mathilde, venez. » Sans attendre sa réponse, il l'entraîna à l'écart. « Écoutez, je ne sais pas si vous avez un endroit où aller ce soir, mais après ce que vous avez fait pour Lucas, je ne peux pas vous laisser retourner dans un squat, avez-vous dit? J'ai une résidence secondaire à Paris qui n'est pas utilisée en ce moment. Vous pourriez y rester quelques jours le temps de... » Il s'interrompit, réalisant qu'il parlait comme si la précarité de Mathilde n'était qu'une situation temporaire qu'un toit suffirait à résoudre. La réalité était sans doute bien plus complexe. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle avec une fierté qui le surprit. « Je me débrouille. Je n'en doute pas. Mais considérez cela comme un remerciement pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Pas comme de la charité. » Elle sembla peser le pour et le contre, puis hocha légèrement la tête. « Juste pour quelques jours alors. » Pendant que les policiers prenaient leur déposition, Emmanuel s'approcha de Sébastien, Lucas endormi dans ses bras. « Qui est cette fille ?» demanda-t-elle en désignant Mathilde du menton. « Celle qui a sauvé notre fils, » répondit simplement Sébastien. « Et Philippe? Où est-il » La colère dans la voix d'Emmanuel était palpable. « Je n'en sais rien. Et honnêtement,
C'est mieux pour lui qu'il reste introuvable pour le moment. Emmanuel soupira, berçant doucement Lucas. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu l'abandonner ici. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Sébastien ne répondit pas. Ce n'était ni le lieu ni le moment pour des reproches. Je vais raccompagner Mathilde à Paris. Je passerai voir Lucas demain, si tu es d'accord. Emmanuel acquiesça, puis après une hésitation, « Merci d'être venu si vite. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si... Ne pense pas à ça. Il va bien, c'est tout ce qui compte. » Une heure plus tard, Sébastien et Mathilde étaient dans la Bentley qui filait vers Paris. La jeune femme regardait par la fenêtre, visiblement mal à l'aise dans ce luxe qu'elle n'avait probablement jamais côtoyé. « Vous avez quel âge, Mathilde ?» demanda Sébastien, tentant de briser le silence. « 22 ans. Et vous vivez dans ce squat depuis longtemps? Quelques mois. Days. Moi. Elle se tourna vers lui, une lueur de défi dans les yeux. « Écoutez, je sais ce que vous pensez, que je suis une pauvre fille à la dérive, que j'ai besoin d'aide, de conseils, d'orientation. Mais ce n'est pas si simple. » Sébastien fut surpris par sa franchise. « Je ne me permettrai pas de juger votre situation. Chacun a son histoire, ses raisons. » Un sourire triste effleura les lèvres de Mathilde. « C'est facile à dire, quand on n'a jamais eu à choisir entre manger et dormir à l'abri. » Le reste du trajet se déroula en silence. Sébastien réfléchissait. Cette jeune femme l'intriguait. Derrière sa fragilité apparente, il devinait une force rare, une résilience forgée par les épreuves. Et elle avait raison. Que savait-il de la vraie pauvreté? Lui qui n'avait jamais manqué de rien. La Bentley s'arrêta devant un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Mathilde écarquilla les yeux devant la façade imposante. « C'est ici que vous habitez ?»« Non, c'est un appartement que je garde pour des occasions particulières. Des réceptions, des invités de marque. T'as ça m'a passé mes discuter. Et aujourd'hui, c'est moi l'invité de marque. » demanda-t-elle avec une ironie qui ne masquait pas entièrement sa gêne. Sébastien sourit. « Exactement. » L'appartement était spacieux, élégamment décoré avec vue sur la tour Eiffel. Mathilde semblait perdue dans cet univers de luxe, comme un oiseau enfermé dans une cage dorée. « La chambre est par ici, » indiqua Sébastien en ouvrant une porte. « La salle de bain est attenante. Vous trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin. » Mathilde entra timidement dans la pièce, touchant du bout des doigts la couette en soie, comme si elle craignait de la salir. « Je vais vous laisser vous installer, » reprit Sébastien. « Le réfrigérateur est plein, servez-vous. Je repasserai demain matin pour voir si tout va bien. » Monsieur Valmont, il se retourna. Mathilde se tenait au milieu de la chambre, soudain très petite dans ce décor opulent. « Merci, » dit-elle simplement. Sébastien hocha la tête et sortit, étrangement ému par ce simple mot. De retour dans sa propre résidence, un penthouse avec vue panoramique, sur tout Paris. Sébastien se servit un verre de whisky et s'installa sur sa terrasse. Les événements de la journée tourbillonnaient dans son esprit. L'appel de Mathilde, la peur viscérale qu'il avait ressentie, Lucas sur cette passerelle dangereuse, et maintenant cette jeune femme qu'il avait installée dans son appartement sans rien savoir d'elle. Son téléphone sonna. C'était Emmanuel. « Lucas dort enfin, » annonça-t-elle. « Les policiers sont encore là. Philippe est injoignable. Il parle de lancer un avis de recherche. » bien. Sébastien sentait la colère monter en lui à la mention de cet homme qui avait mis son fils en danger. « Comment va Lucas ?»« Il semble aller bien. Il parle beaucoup de cette Mathilde. Apparemment, elle est restée avec lui pendant des heures, lui racontant des histoires, fabriquant des bateaux en papier. Elle l'a empêché de s'approcher trop près du bord. Sans elle... » La voix d'Emmanuel se brisa. « Je sais, » murmura Sébastien. « Je lui ai offert un toit pour quelques jours. Elle vit dans un squat, Emmanuel. Une gamine de 22 ans. »« Tu as bien fait. » Il y eut un silence, puis... « Sébastien, je suis désolé pour tout ça. J'aurais dû être plus vigilante avec Philippe, j'aurais dû... »« Stop !» l'interrompit-il. « Ce qui est fait est fait. L'important, c'est que Lucas aille bien. On reparlera du reste plus tard. » Après avoir raccroché, Sébastien resta longtemps sur sa terrasse, contemplant les lumières de Paris. Son monde avait basculé aujourd'hui. Non pas à cause du danger qu'avait couru Lucas, bien que cette pensée lui glaçât encore le sang, mais à cause de cette rencontre improbable avec une jeune femme que tout séparait de lui.
qu'il repensa à la façon dont elle avait refusé sa pitié, à sa fierté intacte malgré les épreuves. Il pensa à la vie qu'elle menait, aux choix impossibles qu'elle devait faire chaque jour, et il se demanda pour la première fois depuis longtemps si sa propre vie, avec tout son luxe et son pouvoir, avait réellement plus de sens que la sienne. Le lendemain matin, Sébastien se réveilla avec une étrange sensation d'urgence. Il se prépara rapidement et se rendit à l'appartement où il avait laissé Mathilde. Il frappa à la porte, mais n'obtint pas de réponse. Une inquiétude soudaine le saisit. Et si elle était partie, retourné dans son squat, il utilisa sa clé et entra. L'appartement était silencieux, mais des signes de présence étaient visibles. Une tasse dans l'évier, un livre ouvert sur la table basse. La porte de la chambre était entr'ouverte. Il s'approcha doucement et jeta un œil. Mathilde dormait profondément, ses longs cheveux bruns étalés sur l'oreiller. Son visage, détendu dans le sommeil, semblait encore plus jeune, presque enfantin. Sébastien referma silencieusement la porte et se dirigea vers la cuisine pour préparer du café. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire de cette situation inédite. Mais une chose était certaine, sa vie et celle de Mathilde Lemaire s'étaient croisées pour une raison, et il ne pouvait pas l'ignorer. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'appartement lorsque Mathilde émergea de la chambre. Ses yeux s'écarquillèrent en apercevant Sébastien assis au comptoir de la cuisine, consultant ses emails sur sa tablette. « Bonjour », dit-il en levant les yeux. « Bien dormi ?» Mathilde acquiesça, visiblement gênée. Elle avait enfilé les mêmes vêtements usés que la veille, mais ses cheveux mouillés et son teint frais indiquaient qu'elle avait profité de la salle de bain. « Café ?» proposa Sébastien en désignant la cafetière. « Merci » murmura-t-elle en s'approchant prudemment, comme si elle craignait de briser quelque chose de précieux dans ce décor luxueux. Il lui tendit une tasse et l'observa, tandis qu'elle ajoutait du sucre, beaucoup de sucre. Un petit plaisir rare dans sa vie, supposa-t-il. « J'ai apporté quelques vêtements qui pourraient vous convenir, » dit-il en désignant un sac posé sur une chaise. « Ma fille Claire a à peu près votre taille. Elle a laissé ses affaires ici, lors de sa dernière visite. » Mathilde jeta un coup d'œil méfiant au sac. « Votre fille ne dira rien. Carsten Claire est aux États-Unis pour ses études, et je suis certain qu'elle serait ravie de vous aider si elle connaissait les circonstances. » La jeune femme hésita, puis murmura un remerciement presque inaudible. Sébastien respecta son silence, comprenant que pour quelqu'un habitué à se débrouiller seul, accepter de l'aide n'était pas facile. « J'ai parlé à mon ex-femme ce matin, » reprit-il après un moment. « Lucas va bien. Il demande de vos nouvelles. » Une lueur traversa le regard de Mathilde. « C'est un chouette gamin. Il m'a raconté qu'il voulait devenir astronaute. » Sébastien sourit. « Oui, c'est sa passion du moment. Le mois dernier, c'était paléontologue. » Il hésita, puis ajouta « Emmanuel, mon ex-femme, aimerait vous rencontrer. » « Pour vous remercier. » Mathilde reposa brusquement sa tasse. « Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas fait ça pour des remerciements. » Je le sais bien, mais comprends. Comprenez notre gratitude. Sans vous, qui sait ce qui aurait pu arriver? Elle détourna les yeux, visiblement mal à l'aise face à cette reconnaissance. Philippe est toujours introuvable, poursuivit Sébastien, sentant son visage se durcir à la mention du compagnon d'Emmanuel. La police le recherche. Il reviendra, dit simplement Mathilde. Les gens comme lui reviennent toujours, avec un bouquet de fleurs et des excuses bien préparées. Sébastien la regarda avec surprise. Vous semblez parler d'expérience. Elle haussa les épaules sans répondre, mais son regard en disait long. Un silence s'installa, ni confortable ni désagréable, juste le silence de deux personnes qui ne savaient pas vraiment comment communiquer à travers le gouffre social qui les séparait. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda finalement Sébastien. « Je veux dire, après ces quelques jours ici. » Mathilde eut un petit sourire désabusé. La même chose qu'avant, j'imagine. Survivre. Vous n'avez pas de famille. D'amis qui pourraient vous aider? Non. Ce simple mot contenait tant d'histoires non racontées que Sébastien n'osa pas insister. Pourtant, une idée commençait à germer dans son esprit, une idée qui l'étonnait lui-même. « Écoutez, Mathilde, je ne sais pas si cela vous intéresserait, mais j'aurais peut-être une proposition à vous faire. Lucas, mon fils a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui après l'école. Sa nounou actuelle part à la retraite le mois prochain. Si vous êtes d'accord, vous pourriez... »
Vous ne me connaissez pas, l'interrompit-elle avec une franchise désarmante. Vous ne savez rien de moi, de mon passé, de ce que j'ai pu faire ou ne pas faire, et vous voudriez me confier votre fils? Sébastien fut pris de court par cette réaction. Vous avez raison, bien sûr. C'était une idée impulsive, mais après ce que vous avez fait hier... Ce que j'ai fait hier ne dit rien de qui je suis vraiment. Elle se leva soudain agitée. Vous ne pouvez pas m'offrir un emploi par gratitude ou pitié. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ce n'est pas de la pitié, protesta Sébastien. Mais il ne trouvait pas les mots justes. Que proposait-il exactement? Un emploi? Une bouée de sauvetage? Une façon d'apaiser sa conscience de privilégié face à la misère du monde. Mathilde sembla lire dans ses pensées. Je vous remercie pour l'hébergement. Je partirai demain, comme convenu. Et sur ces mots, elle retourna dans la chambre, laissant Sébastien seul avec ses interrogations. Plus tard dans la journée, Sébastien se rendit chez Emmanuel pour voir Lucas. Son fils se jeta dans ses bras dès qu'il franchit la porte, et cette étreinte simple valait tous les succès professionnels du monde. « Papa, tu as vu Mathilde? Comment elle va? Elle m'a promis de m'apprendre à faire un bateau en papier qui peut vraiment flotter longtemps. » Emmanuel, qui observait la scène depuis l'encadrement de la porte, eut un sourire attendri. Il n'a pas arrêté de parler d'elle, sa sauveuse, comme il dit. Sébastien ébouriffa les cheveux de son fils. « Oui, j'ai vu Mathilde. Elle va bien. Elle te passe le bonjour. » Ce petit mensonge lui coûta, mais il ne voulait pas compliquer les choses en expliquant à Lucas la distance que Mathilde semblait vouloir maintenir. Pendant que Lucas retournait jouer dans sa chambre, Sébastien et Emmanuel s'installèrent dans la cuisine. « Alors, cette jeune femme, elle est vraiment sans domicile ?» demanda Emmanuel en servant du thé. « Apparemment, elle vit dans un squat près de Noisiel. » Sébastien hésita, puis ajouta. « Je lui ai proposé un emploi, comme nounou pour Lucas, après le départ de Madame Rivière. » Emmanuel le regarda avec étonnement. « Et elle a accepté ?»« Non. Elle m'a remis à ma place, en fait. » Un sourire amusé se dessina sur les lèvres d'Emmanuel. « Ça ne t'arrive pas souvent. » En effet. Ils partagèrent un moment de complicité, rare depuis leur divorce. Malgré leurs différends, ils avaient toujours été unis par leur amour pour Lucas. « Toujours pas de nouvelles de Philippe ?» demanda Sébastien, incapable de prononcer ce nom sans que sa voix ne se durcisse. Le visage d'Emmanuel s'assombrit. « Non. Les policiers pensent qu'il a quitté la région. Ils ont découvert qu'il avait des dettes de jeu importantes. Apparemment, il avait reçu des menaces. C'est peut-être pour ça qu'il a... » Elle n'acheva pas sa phrase, les yeux soudain brillants de larmes contenues. « Tu ne pouvais pas savoir, » dit doucement Sébastien, surpris par sa propre indulgence. D'ordinaire, il n'aurait pas manqué une occasion de souligner les erreurs de jugement de son ex-femme. « J'aurais dû, » murmura Emmanuel, « j'aurais dû voir les signes. » Pour Lucas, ils restèrent silencieux un moment, chacun plongé dans ses pensées. Puis Emmanuel reprit, changeant délibérément de sujet. « Cette Mathilde, elle a vraiment passé des heures avec Lucas, à le surveiller, à lui raconter des histoires, à faire des bateaux en papier. La plupart des gens auraient appelé la police et seraient partis. Je sais, tu devrais insister. Pour le poste de nounou. » Sébastien la regarda avec surprise. « Tu serais d'accord? Si tu lui fais confiance, alors oui. Lucas l'adore déjà, et après ce qu'elle a fait, je crois qu'elle mérite une chance. Nous tous, nous méritons une seconde chance. » Ces mots résonnèrent en Sébastien toute la soirée. Même après qu'il eut quitté la maison d'Emmanuel, même lorsqu'il retourna dans son penthouse vide. Une seconde chance. N'était-ce pas ce que représentait Mathilde? Une chance de voir le monde différemment? De redécouvrir des valeurs que sa réussite financière avait peut-être étouffées? Le lendemain matin, il retourna à l'appartement où logeait la jeune femme, déterminée à la convaincre. Mais lorsqu'il entra, il sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Le silence était différent, plus définitif. Il trouva un mot sur la table de la cuisine. « Merci pour tout. Je ne peux pas accepter plus. » Mathilde, elle était partie, emportant avec elle le minimum, même les vêtements de Claire étaient soigneusement pliés sur le lit. Sébastien ressentit une déception inattendue. Comment pourrait-il la retrouver? Retourner au squat de Noisiel. Et ensuite, la supplier d'accepter son aide. L'idée même semblait absurde. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à laisser partir cette jeune femme qui avait bouleversé son existence en l'espace de 2 jours. Quelque chose en elle, sa fierté et sa résilience,
Son humanité brute l'avait touché profondément. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Marcel, c'est Sébastien Valmont. J'aurais besoin de tes services pour retrouver quelqu'un. » Marcel Durand était un ancien policier reconverti en détective privé que Sébastien employait parfois pour des enquêtes concernant ses affaires. Jamais il n'aurait pensé faire appel à lui pour retrouver une jeune femme sans domicile fixe. 3 jours passèrent sans nouvelles. Sébastien s'immergeait dans le travail pour ne pas penser à Mathilde, mais son image revenait sans cesse le hanter. Lucas aussi demandait régulièrement de ses nouvelles, déçu qu'elle soit partie sans lui dire au revoir. Le 4e jour, Marcel appela. « Je l'ai trouvée », annonça-t-il sans préambule. « Mais pas à Noisiel. Elle est à Paris, dans un centre d'hébergement pour femmes dans le 19e arrondissement. Elle cherche du travail, apparemment. » Sébastien sentit un soulagement inexplicable l'envahir. « Merci, Marcel. Envoie-moi l'adresse. » Puis 1 heure plus tard, il se tenait devant un bâtiment modeste du nord-est parisien, loin des quartiers huppés qu'il fréquentait habituellement. Il hésita un instant avant d'entrer. Que dirait-il à Mathilde? Comment justifierait-il le fait de l'avoir recherchée, presque traquée? Une femme d'une 50aine d'années l'accueillit à l'accueil, le regardant avec méfiance. Il était clair que des hommes en costume sur mesure ne franchissaient pas souvent ses portes. « Je cherche Mathilde Lemaire », expliqua-t-il. « C'est important. Et vous êtes ?»« Kerastunchu, Sébastien Valmont. Je suis un ami. » La femme le jaugea du regard, clairement sceptique. « Osnam, attendez ici. » Quelques minutes plus tard, Mathilde apparut dans le hall, vêtue d'un jean et d'un t-shirt trop grand pour elle, probablement des vêtements donnés par le centre. Ses yeux s'agrandirent en le reconnaissant. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle sans préambule. « J'ai des ressources, » répondit-il, soudain conscient de l'inégalité flagrante de leur situation. « Je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Que ça fit stande, comme vous le voyez. Elle croisa les bras sur la défensive. « Farki aussi le savait. Pourquoi êtes-vous vraiment là, monsieur Valmont ?» Il prit une profonde inspiration. « Lucas vous réclame. Il veut apprendre à faire ces bateaux en papier qui flottent longtemps. » Une lueur passa dans les yeux de Mathilde, rapidement maîtrisée. « Il y a des tutoriels sur Internet. C'est à Soubout, ça n'est pas pareil. » Sébastien fit un pas vers elle. « Écoutez, je comprends votre méfiance. Ma proposition était maladroite l'autre jour. Trop impulsive, peut-être, mais elle était sincère. Emmanuel est d'accord. Nous voudrions vraiment que vous deveniez la nounou de Lucas. Qu'est-ce pourquoi moi? Il doit y avoir des centaines de nounous qualifiés à Paris. Ah, parce que vous l'avez sauvé, répondit simplement Sébastien. Parce qu'il vous fait confiance. Et parce que... Moi aussi. Ces derniers mots semblèrent la surprendre. Elle détourna le regard visiblement troublé. Je n'ai aucune qualification, pas de diplôme, pas d'expérience. Vous avez protégé mon fils lorsqu'il était en danger. C'est la seule qualification qui compte pour moi. Un long silence s'installa. Mathilde semblait mener un combat intérieur. Finalement, elle leva les yeux vers lui. Si j'acceptais, ce serait un vrai travail, avec un vrai contrat. Pas une forme de charité déguisée, un contrat en bonne et due forme. Un salaire correct, un logement de fonction si vous le souhaitez. Elle pinça les lèvres, réfléchissant intensément. « Je veux pouvoir partir si ça ne me convient pas. Sans préavis. D'accord. Et je veux être traité comme n'importe quel employé, pas comme une œuvre de bienfaisance. » Bien sûr. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans une eau dont elle ignorait la profondeur. « Alors j'accepte. » Pour Lucas. Sébastien sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. « Pour Lucas, » répéta-t-il. Il tendit la main qu'elle serra après une légère hésitation. Ce simple contact scellait un accord qui allait bien au-delà d'une simple relation employeur-employé. C'était le début d'un chemin que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore imaginer. En sortant du centre d'hébergement, avec la promesse que Mathilde viendrait le lendemain pour rencontrer officiellement Emmanuel et discuter des détails pratiques, Sébastien ressentit une étrange sensation de légèreté, comme si, en tendant la main à cette jeune femme que tout séparait de lui, il avait également fait un pas vers une version plus authentique de lui-même. « À demain, alors, » dit-il en la quittant. « À demain, monsieur Valmont. »« Sébastien, » corrigea-t-il avec un sourire. « Appelez-moi Sébastien. » Elle hésita puis inclina légèrement la tête. « À demain, Sébastien. »
Et tandis qu'il remontait dans sa Bentley, sous le regard curieux des passants, qui se demandaient ce qu'un homme comme lui faisait dans ce quartier, Sébastien se surprit à penser que le nom de Mathilde Lemaire resterait gravé dans sa mémoire bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé 2 jours plus tôt. Le printemps avait cédé sa place à l'été parisien et 3 mois s'étaient écoulés depuis que Mathilde Lemaire avait pris ses fonctions comme nounou de Lucas. 3 mois durant lesquels la vie de tous avait changé, subtilement mais profondément. La maison d'Emmanuel à Neuilly-sur-Seine, où Lucas passait la majeure partie de son temps, s'était transformée, non pas physiquement. Elle restait cette élégante demeure bourgeoise avec son jardin soigneusement entretenu, mais dans son atmosphère. Les rires y résonnaient plus souvent, les conversations s'y faisaient plus légères, et une certaine joie de vivre simple et authentique s'était installée. « Plus haut, Mathilde, plus haut !» criait Lucas, se balançant dans les airs tandis que la jeune femme poussait la balançoire avec un mélange de douceur et de vigueur calculée. « Si je pousse plus fort, tu vas t'envoler jusqu'à la lune, » répondit-elle en riant. « Justement, je veux voir si mes calculs sont corrects. » Mathilde leva les yeux au ciel avec un sourire. L'obsession de Lucas pour l'astronomie n'avait fait que s'intensifier au cours des derniers mois, et il transformait chaque activité en expérience scientifique imaginaire. Depuis la terrasse, Emmanuel observait la scène en sirotant une limonade. Elle n'aurait jamais imaginé que cette jeune femme, surgie de nulle part avec son passé mystérieux et sa situation précaire, deviendrait un élément si essentiel de leur quotidien. Pourtant, c'était exactement ce qui s'était produit. Au début, bien sûr, il y avait eu des doutes, des hésitations. Emmanuel, malgré sa gratitude, avait eu du mal à faire confiance à cet inconnu. Elle avait posé des questions, beaucoup de questions. D'où venait Mathilde? Pourquoi vivait-elle dans la rue? Avait-elle un casier judiciaire? Consommait-elle des drogues? Mathilde avait répondu avec une franchise désarmante, sans s'offusquer de cette méfiance qu'elle semblait comprendre. Non, elle n'avait pas de casier judiciaire. Non, elle ne touchait pas aux drogues. Quant à son histoire personnelle, elle restait évasive, mentionnant seulement une enfance difficile en foyer et une succession d'emplois précaires qui n'avaient pas suffi à lui assurer un toit. Si vous préférez quelqu'un d'autre pour s'occuper de Lucas, je comprendrai, avait-elle dit simplement à la fin de cet interrogatoire à peine déguisé. Mais Lucas avait tranché la question à sa manière. En entendant la voix de Mathilde dans le salon ce jour-là, il s'était précipité vers elle avec une joie si pure, si évidente, qu'Emmanuel avait senti ses réticences fondre comme neige au soleil. « Tu restes avec nous, hein, Mathilde? Tu me montreras comment faire les bateaux? Et tu me raconteras encore l'histoire du garçon qui a trouvé une étoile dans son jardin. Comment résister à un tel enthousiasme? » Mathilde avait commencé dès le lendemain. D'abord à temps partiel, puis rapidement à plein temps. Emmanuel lui avait proposé la chambre d'amis, transformée en petit studio indépendant, avec sa propre salle de bain et une entrée séparée pour préserver l'intimité de chacun. Petit à petit, l'ancienne sans-abri avait pris ses marques. Toujours discrète, toujours reconnaissante, mais jamais servile. Il y avait chez elle une dignité naturelle qui forçait le respect, même dans les tâches les plus simples du quotidien. Lucas s'épanouissait à son contact. Les résultats scolaires de l'enfant, déjà excellents, s'étaient encore améliorés. Son imagination, stimulée par les histoires et les jeux que Mathilde inventait pour lui, semblait n'avoir aucune limite. Mais surtout, il semblait plus serein, plus confiant, comme si la présence constante de cette jeune femme lui apportait une sécurité que ni son père trop occupé, ni sa mère encore fragilisée par la trahison de Philippe, n'avaient pu lui offrir complètement. « On rentre ?» proposa Mathilde en arrêtant doucement la balançoire. « Il est presque l'heure du goûter, et ton père doit passer te voir ce soir. »« Papa vient ?» Le visage de Lucas s'illumina encore plus, si c'était possible. Oui, il me l'a confirmé tout à l'heure. Cette information surprit Emmanuel. Sébastien ne l'avait pas prévenu de sa visite. Étrange qu'il ait communiqué directement avec Mathilde, mais après tout, c'était peut-être normal. La jeune femme était devenue le point central de l'organisation familiale, celle qui gérait l'emploi du temps de Lucas et coordonnait les visites de son père. « Tu étais au courant que Sébastien passait ce soir ?» demanda Emmanuel lorsque Mathilde et Lucas montèrent sur la terrasse. « Il m'a envoyé un message ce matin », confirma Mathilde en préparant le goûter de Lucas. « Il voulait savoir si Lucas serait disponible. J'ai supposé qu'il t'en avait parlé. » Non, mais ce n'est pas grave. » Emmanuel sourit pour masquer sa légère contrariété.
C'est toujours un plaisir que Lucas passe du temps avec son père. Mathilde hocha la tête, son visage exprimant une compréhension silencieuse des complexités des relations post-divorce. En 3 mois, elle avait développé un talent particulier pour naviguer entre Sébastien et Emmanuel sans jamais prendre parti, tout en veillant toujours aux intérêts de Lucas. Il m'a aussi demandé si tu étais d'accord pour qu'il emmène Lucas ce week-end à Deauville. Apparemment, il y a un festival d'astronomie qui pourrait intéresser ce petit astronaute en herbe. Lucas, qui mordait dans un cookie, leva les yeux avec espoir. « On peut y aller, maman, s'il te plaît ?» Emmanuel hésita. Ce week-end, elle avait prévu d'emmener son fils chez ses grands-parents à Lyon. Mais comment résister à ce regard suppliant? « Ah, bien sûr, mon chéri. Nous irons voir papy et mamie une autre fois. »« Merci. » Lucas se jeta dans ses bras, manquant de renverser son verre de lait. « Je vais préparer mes affaires tout de suite. » Et il disparut dans la maison comme une fusée, laissant les 2 femmes seules sur la terrasse. « Tu es trop gentille, » remarqua doucement Mathilde. « Tu avais des projets pour ce week-end, non ?» Emmanuel haussa les épaules. « Les grands-parents comprendront. » Et puis? Sébastien a été tellement présent ces derniers temps. C'est bon pour Lucas. C'était vrai. Depuis l'incident du moulin, Sébastien s'était investi dans la vie de son fils comme jamais auparavant. Lui qui avait toujours délégué son rôle paternel à des nounous et des précepteurs, se montrait maintenant attentif, disponible, presque transformé. « Il a changé », murmura Emmanuel, presque pour elle-même. « Je ne l'avais jamais vu comme ça, même quand nous étions mariés. » Mathilde détourna légèrement le regard, soudain absorbée par le rangement du goûter. Les gens changent parfois, quand ils prennent conscience de ce qui compte vraiment. Quelque chose dans sa voix intrigua Emmanuel. Une émotion contenue, peut-être. Ou était-ce simplement son imagination? Mathilde, commença-t-elle hésitante. Tu passes beaucoup de temps avec Sébastien ces derniers temps, non? Je veux dire, lors des visites à Lucas. La jeune femme se figea imperceptiblement. Parfois, oui. Quand il vient chercher Lucas ou le ramène, nous parlons de son emploi du temps, de ses progrès à l'école, des choses normales. Bien sûr. Emmanuel sourit pour masquer son malaise. Pourquoi cette question lui avait-elle échappé? Elle n'avait aucun droit de surveiller les interactions entre son ex-mari et la nounou de leur fils. Et pourtant, Emmanuel, dit doucement Mathilde en s'asseyant face à elle. Hein? Si tu te poses des questions, tu peux simplement me les poser. Je n'ai rien à cacher. Cette franchise désarmante était l'une des qualités que tous appréciaient chez la jeune femme. Pas de faux semblants, pas de manipulation, juste une honnêteté parfois brutale mais toujours rafraîchissante. Je me demandais seulement, Emmanuel chercha ses mots. Sébastien semble beaucoup t'apprécier. Et toi? Mathilde soutint son regard sans ciller. Sébastien m'a offert une chance que personne d'autre ne m'aurait donnée. Il m'a fait confiance quand rien ne l'y obligeait. Bien sûr que je l'apprécie. Comme j'apprécie ce que tu as fait pour moi aussi, en m'accueillant dans cette maison, en me confiant ton fils. Sa sincérité était évidente. Mais Emmanuel n'était pas certaine que cela réponde réellement à sa question implicite. Y avait-il quelque chose de plus entre Sébastien et Mathilde? Quelque chose qui dépassait la simple reconnaissance ou le respect mutuel? Avant qu'elle ne puisse approfondir, la sonnette retentit. Lucas dévala les escaliers en criant « C'est papa! C'est papa !» avec une excitation contagieuse. Mathilde se leva. « Je vais ouvrir !» Quelques instants plus tard, Sébastien entrait dans le jardin. Lucas agrippé à sa main, bavardant déjà avec animation à propos du festival d'astronomie. À 45 ans, Sébastien Valmont restait un homme impressionnant, grand, élégant. Son visage aux traits ciselés reflétait une assurance que seule la réussite pouvait conférer. Mais ces derniers mois, une subtile transformation s'était opérée en lui. Son regard semblait plus doux, son sourire plus fréquent, ses gestes moins calculés. « Bonsoir, Emmanuel », dit-il en s'approchant de la terrasse. Puis, se tournant vers Mathilde, qui le suivait discrètement. « Mathilde ». Quelque chose dans sa façon de prononcer ce prénom, une intonation particulière peut-être, confirma les soupçons d'Emmanuel. Ce n'était pas de la simple gratitude ou du respect que Sébastien ressentait pour la jeune femme. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. « Lucas est ravi pour ce week-end à Deauville », dit Emmanuel en se levant pour saluer son ex-mari. « Tu aurais pu m'en parler directement, tu sais. » Sébastien eut un sourire d'excuse. « Pardon, c'était une décision de dernière minute. J'ai vu l'annonce du festival hier soir et j'ai immédiatement pensé à Lucas. »
Faire si tout peut sauter wasmet fadescat, pas de problème. C'est une excellente idée. Un silence légèrement inconfortable s'installa, que Lucas rompit en tirant sur la manche de son père. « Papa, tu veux voir ma nouvelle maquette de la Station spatiale internationale? Mathilde m'a aidé à la construire. Elle est géniale! » Bien sûr que je veux la voir. Sébastien ébouriffa affectueusement les cheveux de son fils. Guide-moi, commandant de bord. Tandis que Lucas entraînait son père vers la maison, Emmanuel observa Mathilde. La jeune femme suivait Sébastien des yeux avec une expression indéchiffrable. Ce n'était pas de l'amour, du moins pas au sens romantique du terme. C'était plutôt de l'admiration, du respect, ou peut-être simplement cette gratitude dont elle parlait. « Je vais préparer le dîner », annonça Mathilde, brisant la contemplation d'Emmanuel. « Tu veux que j'ajoute un couvert pour Sébastien ?»« Goethe, je ne pense pas qu'il restera. En fait, j'aimerais bien si ça ne te dérange pas. » Intervint Sébastien, qui réapparaissait sur la terrasse. « Lucas insiste pour me montrer toutes ses nouvelles créations. »« Et puis, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous deux. » Emmanuel et Mathilde échangèrent un regard intrigué. « Bien sûr, » acquiesça Emmanuel. « Mathilde fait des merveilles en cuisine. Tu ne seras pas déçu, j'en suis certain. » Le regard que Sébastien posa sur la jeune femme était empreint d'une chaleur qui n'échappa pas à Emmanuel. Le dîner fut agréable, dominé par le babillage enthousiaste de Lucas, qui partageait ses projets pour le week-end à venir. Sébastien l'écoutait, avec une attention que jamais Emmanuel ne lui avait vue durant leur mariage. Mathilde, quant à elle, intervenait parfois pour tempérer l'excitation de l'enfant, ou pour clarifier certains de ses propos plus techniques. Ils formaient, réalisa soudain Emmanuel avec un pincement au cœur, une sorte de famille, une étrange famille recomposée, pas conventionnelle certes, mais une famille tout de même. Lucas au centre, adoré et protégé. Sébastien et elle-même, unis par leur amour pour leur fils malgré leur séparation. Et Mathilde. Mathilde qui avait trouvé sa place parmi eux, indispensable à chacun à sa manière. Après le dîner, lorsque Lucas fut monté se préparer pour la nuit, Sébastien se tourna enfin vers les deux femmes, son visage soudain plus sérieux. « Je voulais vous parler de quelque chose d'important, » commença-t-il. « J'ai reçu des nouvelles de Philippe. » Emmanuel se figea, tous ses muscles tendus. Mathilde posa instinctivement une main réconfortante sur son bras. « Il a été localisé en Espagne, » poursuivit Sébastien. « La police française a transmis le dossier à leurs homologues espagnols. Mais apparemment, il a déjà quitté le pays. »« Il fuit, » murmura Emmanuel, comme le lâche qu'il est. « Ce qui m'inquiète, » reprit Sébastien, « c'est qu'il a été aperçu il y a 3 jours dans un village à la frontière française, comme s'il envisageait de revenir. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Mathilde fut la première à le rompre. « Tu penses qu'il pourrait chercher à revoir Lucas ?» Sébastien acquiesça gravement. « Ou Emmanuel, ou simplement récupérer certaines de ses affaires. Je ne sais pas, mais je préfère que nous soyons tous vigilants. »« J'ai changé les serrures, » dit Emmanuel d'une voix blanche. « Et le code de l'alarme. »« Te confirme bien. » Sébastien se tourna vers Mathilde. « Je voudrais que tu sois particulièrement attentive quand tu emmènes Lucas à l'école ou au parc. Ne le laisse jamais seul, même un instant. » La jeune femme hocha la tête, son visage reflétant une détermination farouche. « Je le protégerai, » dit-elle simplement, mais avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur sa sincérité. Emmanuel observa cet échange avec une émotion complexe. Gratitude, bien sûr, de voir son fils si bien protégé, mais aussi une pointe de jalousie. Non, ce n'était pas le bon mot. Plutôt une prise de conscience que Lucas avait désormais 2 figures maternelles dans sa vie. Elle, sa mère biologique, et Mathilde, cette présence protectrice et aimante qui avait conquis son cœur en quelques mois à peine. Était-ce une menace? Ou au contraire, une bénédiction? Lucas pouvait-il avoir trop d'amour dans sa vie? « Merci, » dit-elle finalement, regardant tour à tour Sébastien et Mathilde. « À vous deux? Je me sens moins seule face à tout ça. » Sébastien lui sourit, ce sourire sincère qu'elle n'avait que rarement vu durant leurs années de mariage. « Tu n'es plus seul, Emmanuel. Nous sommes tous là pour Lucas, et les uns pour les autres. » Ces mots, simples mais profondément réconfortants, résumaient parfaitement la transformation qui s'était opérée depuis ce jour fatidique au moulin. Une nouvelle dynamique s'était créée entre eux.
Pas une famille traditionnelle, certes, mais une alliance solide et basée sur la confiance et un objectif commun, le bonheur de Lucas. Lorsque Sébastien partit ce soir-là, après avoir embrassé son fils endormi et promis de revenir le chercher vendredi pour leur week-end à Deauville, Emmanuel remarqua le regard qu'il échangea avec Mathilde. Un regard chargé de non-dits, de promesses implicites, de cette complicité qui naît entre deux personnes qui ont traversé ensemble une épreuve marquante. Et pour la première fois, Emmanuel se demanda si cette nouvelle dynamique, si bénéfique pour Lucas, ne cachait pas aussi les prémices d'une histoire plus personnelle entre son ex-mari et la jeune femme qui avait bouleversé leur vie. Le petit appartement de la rue des Rosiers, au cœur du Marais, était baigné par la lumière dorée d'un matin de septembre. Mathilde, assise en tailleur sur le parquet, triait méthodiquement des photographies qu'elle venait de développer, elle-même dans la minuscule salle de bain, transformée en chambre noire improvisée. 5 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait accepté le poste de nounou chez les Valmont. 5 mois durant lesquels sa vie avait changé de façon spectaculaire. Non seulement elle avait désormais un toit, un emploi stable et la sécurité qui l'accompagnait, mais elle avait également trouvé un but, une passion, presque une famille. Le salaire généreux que lui versait Sébastien lui avait permis de quitter la chambre de bonne chez Emmanuel et de louer ce petit appartement dans le quartier historique juif de Paris. Un espace modeste mais chaleureux qu'elle avait meublé peu à peu avec des trouvailles chinées dans les brocantes. Son premier véritable chez elle. Elle contempla les photographies étalées devant elle. Lucas sur la plage de Deauville, courant après les mouettes. Lucas et son père penchés sur un télescope lors du festival d'astronomie. Lucas endormi dans la voiture au retour, sa tête reposant contre l'épaule de Sébastien. Ce week-end à Deauville avait marqué un tournant. Pour la première fois, Sébastien l'avait invité à les accompagner, non pas en tant que nounou mais en tant qu'ami. Et quelque chose avait changé entre eux à ce moment-là, subtilement mais indéniablement. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Emmanuel. « Mathilde, désolé de te déranger un dimanche, mais je me demandais si tu pourrais passer chercher Lucas chez sa grand-mère cet après-midi. J'ai un imprévu au travail. »« Bien sûr, » répondit Mathilde en se levant pour noter l'adresse qu'Emmanuel lui dictait. « Vers quelle heure ?»« 15 heures, si possible. » Et Emmanuel hésita. « Si ça ne te dérange pas, tu pourrais le garder jusqu'à ce soir. »« Je ne sais pas exactement à quelle heure je serai libéré. »« Aucun problème. Je l'emmènerai à mon appartement. Il voulait voir mes photos de Deauville. De toute façon. »« Merci Mathilde. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Cette phrase, prononcée avec sincérité, réchauffa le cœur de la jeune femme. Au début, les relations avec Emmanuel avaient été empreintes de méfiance, presque de jalousie. Mais progressivement, une amitié prudente s'était installée entre elles, basée sur leur affection commune pour Lucas et un respect mutuel qui s'était approfondi avec le temps. Après avoir raccroché, Mathilde retourna à ses photographies. La dernière image, celle qu'elle avait volontairement laissée de côté, la montrait elle-même sur la plage, riant aux éclats, tandis que Sébastien l'éclaboussait avec l'eau froide de la Manche. Lucas avait pris cette photo avec l'appareil qu'elle lui avait prêté, capturant un moment de complicité que ni elle ni Sébastien n'avaient prévu. Que se passait-il exactement entre eux? Mathilde elle-même n'aurait su le dire. Ils n'avaient jamais discuté de leurs sentiments, jamais franchi la ligne invisible qui séparait l'amitié de quelque chose de plus profond. Et pourtant, il y avait ces regards, ces frôlements accidentels, ces conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit lorsque Lucas était couché. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était lui. « Bonjour Mathilde. » La voix grave de Sébastien résonna à son oreille, déclenchant comme toujours un léger frémissement le long de sa colonne vertébrale. « Bonjour Sébastien. Comment vas-tu? »« Bien, merci. Je voulais savoir si tu étais libre ce soir. J'ai des billets pour un vernissage à la galerie Perrotin, de la photographie contemporaine. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. » Mathilde sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas la première fois qu'il l'invitait à des événements culturels. Depuis qu'il avait découvert sa passion pour la photographie, il s'était donné pour mission de lui faire découvrir les grands maîtres, l'encourageant même à suivre des cours du soir à l'école des beaux-arts. « C'est gentil, mais je dois garder Lucas cet après-midi. Emmanuel a un imprévu. » Ah, une note de déception était perceptible dans sa voix. « Une autre fois, alors. »« Ah, attends. » Mathilde réfléchit rapidement. « Si tu veux, tu pourrais passer à mon appartement en fin de journée ?
Lucas sera ravi de te voir et je pourrai te montrer mes derniers travaux. Un silence. Puis, j'aimerais beaucoup. Vers 19h? Pâté parfait. Après avoir raccroché, Mathilde resta un moment immobile, contemplant son téléphone. Qu'était-elle en train de faire exactement? Sébastien Valmont était son employeur, le père de l'enfant dont elle s'occupait. Il était issu d'un monde totalement différent du sien, riche, puissant, privilégié. Elle, l'orpheline qui avait passé son adolescence à fuir des foyers d'accueil de plus en plus insupportables, qui avait survécu dans la rue, qui n'avait rien à offrir à un homme comme lui. Et pourtant, il y avait cette connexion entre eux, cette compréhension mutuelle qui dépassait les barrières sociales. Comme si, malgré leurs différences, ils se reconnaissaient l'un dans l'autre. Le reste de la matinée passa rapidement. Mathilde rangea soigneusement ses photographies dans un portfolio, prépara son appartement pour recevoir Lucas et Sébastien, puis se rendit au marché des enfants rouges pour acheter de quoi préparer un dîner simple, mais savoureux. À 15 heures précises, elle sonnait à la porte de Madame Valmont-Mère, dans un élégant immeuble du 8e arrondissement. La vieille dame, toujours impeccablement coiffée et habillée malgré ses 70 ans passés, lui ouvrit avec un sourire chaleureux. « Mathilde, ma chère, entrez, entrez. » Lucas finit son dessert. Hélène Valmont avait accueilli Mathilde avec une curiosité bienveillante dès leur première rencontre. Contrairement à certains membres de la haute société parisienne, elle ne portait aucun jugement sur les origines modestes de la jeune femme. Au contraire, elle semblait apprécier sa franchise et son intelligence naturelle. « Comment allez-vous, Madame Valmont ?»« Cathy, très bien, ma chère. Mais je vous ai déjà dit de m'appeler Hélène. » Elle guida Mathilde vers le salon où Lucas, attablé devant une part de tarte aux pommes, leva les yeux avec un grand sourire. « Mathilde, grand-mère m'a montré les albums photos de papa quand il était petit. Tu veux voir ?»« C'est avec plaisir, » répondit Mathilde en s'asseyant près de lui. Les albums reliés de cuir contenaient des dizaines de photographies jaunies par le temps. Sébastien enfant, sérieux et déjà élégant dans son uniforme d'école privée. Sébastien adolescent, plus réservé, presque distant. Sébastien jeune homme, aux côtés de son père aujourd'hui disparu lors de la remise de son diplôme de HEC. Il ne sourit pas beaucoup, remarqua doucement Mathilde. Hélène soupira. « Mon fils a toujours pris la vie très au sérieux. Trop peut-être. Son père était exigeant, vous savez. La réussite, toujours la réussite. Les émotions étaient considérées comme une faiblesse. » Ces mots résonnèrent étrangement en Mathilde. Ils expliquaient tant de choses sur Sébastien. Sa retenue, sa difficulté à exprimer ses sentiments, cette façade de contrôle parfait qu'il maintenait en toutes circonstances. Il sourit plus maintenant. Intervint Lucas en pointant du doigt une photo récente glissée entre les pages de l'album. Sébastien au dernier Noël, son fils sur les genoux, les yeux brillants de joie. « Oui », acquiesça Hélène avec un regard entendu vers Mathilde. « Ces derniers mois, mon fils semble avoir retrouvé une certaine légèreté. » Mathilde détourna les yeux, gênée par l'implication de ses paroles. Était-elle si transparente? Hélène pouvait-elle lire en elle comme dans un livre ouvert? Le retour vers l'appartement de Mathilde se fit dans la bonne humeur. Lucas bavardant sans interruption sur sa journée avec sa grand-mère, les histoires qu'elle lui avait racontées, les gâteaux qu'ils avaient préparés ensemble. Et devine quoi? Papa vient ce soir? C'est vrai? Demanda-t-il soudain avec excitation. Oui, il passera nous voir après son travail. Farsi Zupa. Je pourrais lui montrer les photos qu'on a prises à Deauville? Et celles que j'ai faites tout seul? Bien sûr. Il sera très impressionné par tes talents de photographe. Le visage de Lucas s'illumina de fierté. Depuis quelques semaines, il suivait Mathilde partout avec un appareil photo numérique que Sébastien lui avait offert, captant le monde à travers ses yeux d'enfant avec une sensibilité qui surprenait souvent les adultes autour de lui. L'après-midi passa rapidement. Mathilde aida Lucas à faire ses devoirs, puis ils préparèrent ensemble le dîner, une simple ratatouille provençale accompagnée de riz, le plat préféré de l'enfant. À 19 heures précises, Sébastien était toujours ponctuel, la sonnette retentit. Le cœur de Mathilde fit un bond dans sa poitrine lorsqu'elle lui ouvrit la porte. Il se tenait là, élégant dans son costume sur mesure, un bouquet de fleurs sauvages dans une main, une bouteille de vin dans l'autre, et ce sourire qui illuminait désormais si souvent son visage. « Bonsoir, Mathilde. »« Bonsoir, Sébastien. »« Entre, je t'en prie. » Lucas se précipita pour embrasser son père, puis l'entraîna immédiatement vers le petit bureau,
où Mathilde avait installé son matériel photographique. « Regarde, papa, Mathilde m'a appris à développer des photos en noir et blanc. C'est comme de la magie. » Tandis que Lucas expliquait avec enthousiasme le processus de développement, Mathilde disposa les fleurs dans un vase improvisé, un ancien bocal en verre qu'elle avait peint elle-même. Des fleurs sauvages, pas des roses sophistiquées ou des orchidées exotiques. Sébastien avait compris qu'elle préférait la simplicité à l'ostentation. Le dîner fut joyeux, dominé par le babillage incessant de Lucas, qui passait d'un sujet à l'autre avec l'énergie caractéristique des enfants de 8 ans. Mathilde et Sébastien échangeaient des regards complices par-dessus la table, savourant ces moments simples mais précieux. Lorsque Lucas, fatigué par sa journée, commença à montrer des signes de somnolence, Mathilde l'installa sur son canapé avec une couverture et un oreiller. « Je le ramènerai chez Emmanuel dès qu'elle m'appellera », dit-elle à Sébastien tandis qu'il s'installait sur le petit balcon donnant sur une cour intérieure typiquement parisienne. « Elle ne t'a pas encore contacté ?» s'étonna-t-il en consultant sa montre. Il était presque 21 heures. Non, mais elle a dit qu'elle pourrait être retenue tard. Une affaire importante au cabinet. Emmanuel était avocate spécialisée en droit de la famille. Un travail exigeant qui l'obligeait parfois à des horaires irréguliers. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruit lointain de la circulation parisienne et le chant d'un merle qui s'était installé dans la glycine ornant la cour. « Je suis content que tu aies accepté ce poste », dit finalement Sébastien, son regard perdu dans le verre de vin qu'il faisait tourner entre ses doigts. Pour Lucas, bien sûr, mais aussi pour moi. Mathilde sentit son pouls s'accélérer. « Pour toi. »« C'est une... oui. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Ah, tu as changé quelque chose, Mathilde. Dans notre vie, dans ma vie. » La tension entre eux était palpable, électrique. « Sébastien, » commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle voulait dire exactement. « Je sais, » l'interrompit-il doucement. « C'est compliqué. Je suis ton employeur. Lucas est au centre de tout ça. Et puis il y a Emmanuel. Il y a nos mondes, ajouta Mathilde, qui n'ont rien en commun. Un sourire triste effleura les lèvres de Sébastien. Vraiment? J'ai parfois l'impression que c'est tout le contraire. Que malgré les apparences, nous sommes semblables. Mathilde détourna le regard. Comment lui expliquer? Comment lui faire comprendre que son passé, le vrai, pas la version édulcorée qu'elle avait partagée avec eux, créait un gouffre bien plus profond que la simple différence de statut social. Le téléphone de Mathilde vibra, brisant cet instant de vulnérabilité partagée. Un message d'Emmanuel, désolé du retard. Je serai là dans 30 minutes. Mathilde montra le message à Sébastien. Je devrais réveiller Lucas et le préparer. Il acquiesça, une lueur de regret dans le regard. Ils retournèrent à l'intérieur où Lucas dormait paisiblement, sa respiration régulière emplissant le petit salon. Mathilde s'accroupit à côté de lui, caressant doucement ses cheveux. « Lucas, mon grand, ta maman va bientôt arriver. Il faut se réveiller. » L'enfant grogna dans son sommeil, se retournant pour échapper à la réalité qui le rappelait. « Laisse-le dormir, » intervint Sébastien. « Je le porterai jusqu'à la voiture d'Emmanuel, quand elle arrivera. » Mathilde acquiesça, et ils s'assirent côte à côte sur des chaises près du canapé, veillant silencieusement sur le sommeil de Lucas. Il y avait quelque chose d'infiniment intime dans cette scène, comme s'ils étaient vraiment une famille, unis par plus que des circonstances fortuites. La sonnette les tira de cette rêverie partagée. Mathilde alla ouvrir, s'attendant à trouver Emmanuel, mais ce n'était pas elle. Un homme se tenait dans le couloir, son visage à moitié caché par l'ombre. Grand, mince, des cheveux bruns coupés courts, une barbe de quelques jours. Mathilde sentit son sang se glacer dans ses veines. « Bonsoir, Mathilde », dit-il d'une voix qu'elle ne connaissait que trop bien. « Ça faisait longtemps, non ?» Instinctivement, elle tenta de refermer la porte, mais l'homme était plus rapide. Il bloqua l'ouverture avec son pied, puis poussa la porte avec une force qui projeta Mathilde en arrière. « Qu'est-ce que... » Sébastien s'était levé, alerté par le bruit. « Tiens, tiens !» ricana l'intrus en entrant dans l'appartement. Le fameux Sébastien Valmont. Ravi de faire votre connaissance. Je suis Victor Moreau, l'ex-mari de Mathilde. Le monde de Mathilde s'écroula. Toutes ces semaines, ces mois à construire une nouvelle vie, à gagner la confiance des Valmont, à s'attacher à Lucas, à tomber amoureuse de Sébastien. Tout était menacé par cette apparition cauchemardesque du passé qu'elle avait tant essayé d'enterrer.
Mathilde n'a jamais mentionné être mariée, répondit Sébastien d'une voix contrôlée, mais ses yeux allaient de la jeune femme pétrifiée à l'intrus avec une confusion évidente. Oh, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que Mathilde n'a pas mentionnées, répliqua Victor avec un sourire mauvais. N'est-ce pas, ma chérie? Par exemple, a-t-elle parlé de sa carrière dans l'escroquerie ou de son séjour en prison? Sébastien se tourna vers Mathilde, cherchant dans ses yeux un démenti, mais elle restait là, immobile, incapable de parler, comme si le simple fait d'entendre cette voix l'avait replongée dans un cauchemar dont elle croyait s'être échappée. « Qu'est-ce que tu veux, Victor ?» parvint-elle finalement à articuler. « Toi, bien sûr. » Il fit un pas vers elle et elle recula instinctivement. « Tu croyais vraiment pouvoir disparaître comme ça? Commencer une nouvelle vie? Jouer à la nounou modèle pour une famille bourgeoise ?» Son regard se posa alors sur Lucas, toujours endormi sur le canapé. « Oh, et voilà donc le petit prince. Mignon. »« Prince Hermann, ne t'approche pas de lui, » gronda Mathilde, retrouvant soudain sa voix, sa force. Sébastien, qui avait observé cet échange avec une stupeur grandissante, s'interposa entre Victor et le canapé. « Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais je vous suggère de partir, maintenant. » Victor éclata d'un rire sans joie. « Ou sinon quoi? Vous appelez la police. Je doute que Mathilde apprécie. Elle et les forces de l'ordre. Ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. » Les mots se bousculaient dans l'esprit de Mathilde. Comment Victor l'avait-il retrouvé? Que savait-il exactement de sa nouvelle vie? Et surtout, que voulait-il vraiment? Un bruit dans le couloir attira leur attention. Emmanuel apparut dans l'encadrement de la porte restée entr'ouverte, son visage exprimant la surprise face à cette scène inattendue. « Mathilde, Sébastien. »« Sébastien, que se passe-t-il » Victor se tourna vers la nouvelle venue, avec un sourire charmeur qui fit frémir Mathilde. Elle connaissait ce sourire, cette façade séduisante derrière laquelle se cachait une cruauté calculée. « Vous devez être Emmanuel, » dit-il en tendant la main, comme si cette rencontre était parfaitement normale. « Victor Moreau. Je suis un vieil ami de Mathilde. » Emmanuel, perplexe, serra mécaniquement la main tendue, son regard allant de Victor à Mathilde puis à Sébastien, dont le visage s'était fermé. « Mathilde ne m'a jamais parlé de vous, » dit-elle prudemment. « Vraiment? Comme c'est étonnant. » Victor jeta un regard moqueur vers Mathilde. « Nous avons pourtant partagé tant de choses. Des années de ma vie, en fait. » Lucas se réveilla alors, frottant ses yeux encore lourds de sommeil. « Maman ?» Emmanuel se précipita vers son fils, l'enveloppant instinctivement dans ses bras, comme pour le protéger d'une menace qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle sentait planer dans l'air. « Nous partons, Lucas, » dit-elle fermement, adressant un regard interrogateur à Sébastien qui hocha imperceptiblement la tête. « Mais qui c'est, ce monsieur ?» demanda Lucas, maintenant bien réveillé et curieux. « Personne d'important, » répondit Emmanuel en l'entraînant vers la porte. « Dis au revoir à ton père et à Mathilde. » L'enfant obéit, lançant tout de même un dernier regard intrigué vers Victor avant de disparaître dans le couloir, sa mère le guidant fermement. Un silence pesant s'installa dans l'appartement. Victor, Mathilde et Sébastien formaient un triangle tendu, chacun attendant que l'un des autres fasse le premier mouvement. « Je crois que c'est le moment où vous m'expliquez ce qui se passe exactement, » dit finalement Sébastien, sa voix calme mais ferme. Victor haussa les épaules. « C'est simple. Mathilde et moi avons été mariés. Elle m'a quitté il y a, 2 ans maintenant ?» Il jeta un regard interrogateur à Mathilde, qui resta silencieuse, le visage fermé. « Depuis, je la cherche, pour régler certaines affaires en suspens. »« Quelles affaires ?» demanda Sébastien, toujours aussi calme en apparence, bien que Mathilde pût voir la tension dans sa mâchoire, dans ses poings légèrement serrés. « Des affaires privées ?» répondit Victor avec un sourire froid. « Entre elle et moi, n'est-ce pas, Mathilde ?» La pluie battait contre les vitres du penthouse de Sébastien, comme si le ciel lui-même participait au drame qui se jouait à l'intérieur. Installée dans un fauteuil de cuir qui semblait l'engloutir, Mathilde fixait ses mains tremblantes, incapable de regarder Sébastien qui se tenait devant la baie vitrée, silhouette sombre, se découpant sur le panorama de Paris illuminé. 3 heures s'étaient écoulées depuis l'apparition de Victor dans son appartement. 3 heures durant lesquelles son passé avait fait irruption dans son présent avec une violence qui lui coupait encore le souffle. « Tu aurais dû me le dire, » dit finalement Sébastien,
brisant un silence qui semblait s'être éternisé. Mathilde leva enfin les yeux. « Te dire quoi exactement? Que j'ai été marié à un manipulateur, que j'ai fait de la prison, que toute ma vie d'avant n'était qu'un enchaînement d'erreurs et de mauvaises décisions. » Sa voix tremblait d'émotions contenues. Peur, colère, honte, tout se mélangeait en un tourbillon qui menaçait de l'engloutir. Sébastien se détourna de la fenêtre et vint s'asseoir face à elle. Son visage ne trahissait aucun jugement, juste une intense concentration, comme s'il tentait de résoudre une équation particulièrement complexe. « Commençons par le commencement, » dit-il doucement. « Qui est-ce réellement Victor Moreau ?» Mathilde prit une profonde inspiration. Ce moment, elle l'avait redouté depuis qu'elle avait posé les yeux sur Lucas au vieux moulin de Noisiel. Le moment où son château de cartes s'effondrerait, où la confiance qu'elle avait si durement gagnée serait irrémédiablement brisée. « Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, » commença-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je venais de m'enfuir de mon dernier foyer d'accueil. J'étais perdu, sans argent, sans famille, sans avenir. Victor m'a trouvé un soir, sous un pont, alors qu'il pleuvait à verse. Il m'a offert un toit, de la nourriture chaude, de la sécurité. » Elle eut un rire amer. Du moins, c'est ce que je croyais. En réalité, il cherchait juste une fille malléable, désespérée, qu'il pourrait façonner selon ses besoins. Victor était un escroc. Pas un petit voleur à la tire, non. Un véritable professionnel. Faux papiers, carte de crédit clonée, escroquerie sur Internet. Il savait tout faire. Et il m'a appris. Sébastien écoutait sans interruption, son visage impassible mais ses yeux reflétant une attention intense. Au début, je ne faisais que de petites choses. Détourner l'attention d'un commerçant pendant qu'il prenait une empreinte de carte. Jouer les touristes naïves pour repérer des cibles potentielles. Mais peu à peu, j'ai été impliqué dans des opérations plus importantes. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Il m'a épousé quand j'ai eu 20 ans. Ce n'était pas un mariage d'amour, même si je croyais l'aimer à l'époque. C'était un moyen de me lier à lui, de s'assurer ma loyauté. « Et la prison ?» demanda doucement Sébastien lorsqu'elle se tut. « C'est arrivé il y a presque 3 ans. Une escroquerie qui a mal tourné. Victor m'avait envoyé seul pour une fois. Il devait me rejoindre, mais il n'est jamais venu. La police m'a arrêté. J'ai compris plus tard qu'il m'avait délibérément exposé pour détourner l'attention des autorités pendant qu'il menait une opération bien plus lucrative ailleurs. Les souvenirs affluaient, douloureux, précis. La cellule froide, les nuits interminables, la honte écrasante. J'ai fait 8 mois, pas pour escroquerie finalement, mais pour usage de faux documents. Grâce à un avocat commis d'office qui a bien plaidé ma cause, et à mon casier vierge jusque-là. Elle leva les yeux vers Sébastien, craignant d'y lire du dégoût, mais n'y trouvant qu'une attention soutenue. Quand je suis sorti, j'ai décidé de disparaître, de recommencer à zéro. J'ai changé de nom. Le Maire était le nom de ma mère. J'ai coupé tous les liens avec mon ancienne vie, avec les contacts de Victor. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, enchaînant les petits boulots, dormant où je pouvais, jusqu'à Noisiel. Jusqu'à Lucas. Elle s'interrompit, submergée par l'émotion. Je te jure, Sébastien, que je n'ai jamais voulu vous mentir. Pas vraiment. J'ai juste omis certaines parties de mon passé, parce que j'avais peur. Peur de perdre cette nouvelle chance, cette nouvelle vie. Peur de perdre Lucas. Et toi. Ce dernier mot flotta dans l'air chargé de non-dits. Sébastien resta silencieux un long moment. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, martelant les vitres comme un rappel incessant de la réalité qui ne pouvait plus être ignorée. « Comment t'a-t-il retrouvé ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas. Victor a toujours eu des contacts partout, dans la police, dans l'administration, ou peut-être a-t-il simplement vu ma photo dans un magazine. En effet, lors du vernissage d'une exposition de jeunes photographes où certains de ces clichés avaient été présentés, Mathilde avait été photographiée aux côtés de Sébastien. L'image avait fait le tour de la presse People, spéculant sur la relation entre le milliardaire et cette mystérieuse jeune femme. Que veut-il? De l'argent, probablement. Ou peut-être veut-il me récupérer pour un nouveau coup. Wadimati. Elle frissonna à cette idée. Ou simplement me punir de l'avoir quitté. Victor n'aime pas perdre ce qu'il considère comme sa propriété. Sébastien se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le vaste salon. Mathilde pouvait presque voir les rouages de son esprit analytique en action, évaluant la situation sous tous ses angles. « Il faut prévenir Emmanuel, » dit-il finalement. « Elle doit savoir à qui elle a affaire pour protéger Lucas.
Mathilde sentit son cœur se serrer. Elle ne me laissera plus jamais approcher son fils. Peut-être, ou peut-être comprendra-t-elle que tu n'es plus cette personne que tu décris, que tu as changé. Il s'assit à nouveau face à elle, prenant ses mains dans les siennes, un geste d'une intimité qu'il n'avait jamais osé franchir auparavant. « Mathilde, regarde-moi. Ce que tu as fait pour Lucas ce jour-là au moulin, ce n'était pas l'acte d'une criminelle ou d'une manipulatrice. C'était l'acte de quelqu'un qui a un cœur, une conscience. Quelqu'un de bien. » Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur les joues de Mathilde. Des paroles qu'elle avait désespérément besoin d'entendre, mais qu'elle n'osait pas croire. « Et ces derniers mois, poursuivit Sébastien, tout ce que tu as apporté à Lucas, à Emmanuel, à moi, ce n'était pas un rôle, n'est-ce pas? Non, murmura-t-elle. C'est réel, plus réel que tout ce que j'ai vécu avant. Un léger sourire apparut sur le visage de Sébastien. Alors c'est tout ce qui compte. Ton passé est ton passé. Il a forgé qui tu es aujourd'hui, mais il ne te définit pas entièrement. Et il serra ses mains plus fort, comme pour ancrer ses paroles dans la réalité. Nous allons régler ce problème ensemble. Nous résonna dans l'appartement comme une promesse, un engagement qui allait bien au-delà des circonstances présentes. Le téléphone de Sébastien sonna, brisant ce moment d'intimité. C'était Emmanuel. Il mit le haut-parleur pour que Mathilde puisse entendre. Sébastien, qu'est-ce qui se passe exactement? Qui était cet homme chez Mathilde? La voix d'Emmanuel trahissait une inquiétude mêlée de colère. En arrière-plan, il pouvait entendre Lucas qui posait des questions, sa voix enfantine contrastant avec la tension ambiante. « C'est compliqué, » répondit Sébastien en jetant un regard à Mathilde. « Mais nous devons en parler. »« Pas au téléphone. Lucas est avec toi ?»« Oui, bien sûr. Où veux-tu qu'il soit à 23 heures ?»« Bien, garde-le près de toi. Ne le laisse pas seul, même un instant, et vérifie que toutes tes portes sont bien fermées. » Un silence. Puis la voix d'Emmanuel, soudain plus basse, plus tendue. « Tu me fais peur, Sébastien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un rapport avec Philippe? Est-ce qu'il est revenu? Non, rien à voir avec Philippe. Écoute, je passerai demain matin. Avec Mathilde, nous t'expliquerons tout. En attendant, sois vigilante. » Après avoir raccroché, Sébastien se tourna vers Mathilde. « Il faut qu'on ait un plan. » Pour Victor. La jeune femme acquiesça lentement. « Il va revenir. C'est certain. Que suggères-tu? Tu le connais mieux que moi. » Cette question surprit Mathilde. Elle s'était attendue à ce que Sébastien prenne les commandes, impose sa vision, comme il le faisait habituellement dans les situations de crise. Au lieu de cela, il lui demandait son avis, reconnaissant sa connaissance, son expertise dans ce domaine particulier. Victor est intelligent, méthodique, commença-t-elle, rassemblant ses pensées. Il ne fait jamais rien d'impulsif. S'il m'a retrouvé, s'il s'est montré ce soir, c'est qu'il a un plan précis. Il a probablement étudié nos habitudes, nos routines. Il sait pour Lucas, pour toi, pour Emmanuel. Elle frissonna à cette idée. Il va chercher à m'isoler d'abord, à semer le doute, à détruire la confiance que vous avez en moi. Puis il proposera un marché. Quelque chose comme « Il garde le silence sur mon passé en échange d'une somme d'argent ou de ma participation à une nouvelle escroquerie. » Sébastien hocha la tête, absorbant ces informations. Alors nous devons le devancer, ôter toute valeur à ces menaces en révélant nous-mêmes la vérité. À Emmanuel d'abord, puis peut-être à la police. La police? Mathilde pâlit. Son passé, ses antécédents judiciaires. Tout cela pourrait ressurgir, détruire cette nouvelle vie qu'elle s'était construite. Victor a-t-il commis des crimes plus graves que ceux que tu as mentionnés? Demanda Sébastien, percevant son inquiétude. Je ne sais pas avec certitude. Il était très secret sur certaines de ses activités. Mais j'ai toujours soupçonné qu'il était impliqué dans des affaires plus sérieuses. Sébastien réfléchit un moment. J'ai des contacts dans la police, des gens discrets, en qui j'ai confiance. Nous pourrions commencer par là, voir ce qu'ils savent sur Victor Moreau. Il consulta sa montre. Mais d'abord, tu dois te reposer. Il est tard et demain sera une journée difficile. Mathilde acquiesça, soudain consciente de l'épuisement qui l'envahissait. La tension, l'émotion, les révélations, tout cela l'avait vidé de son énergie. « Je peux appeler un taxi », dit-elle en se levant. « Hors de question que tu retournes dans ton appartement ce soir », répondit fermement Sébastien. « Victor pourrait y attendre. Tu resteras ici.
J'ai plusieurs chambres d'amis. Cette proposition, formulée avec une autorité tranquille, qui ne souffrait aucune contestation, réchauffa le cœur de Mathilde. Malgré tout ce qu'elle venait de lui révéler, Sébastien continuait à se soucier d'elle, à vouloir la protéger. « Merci », murmura-t-elle, ce simple mot contenant une gratitude qui allait bien au-delà de l'hospitalité offerte. Sébastien l'accompagna jusqu'à une chambre spacieuse et élégante, dans les tons de bleu apaisant. « La salle de bain est attenante », expliqua-t-il en ouvrant une porte. « Tu trouveras tout ce dont tu as besoin. » Des vêtements de nuit dans le tiroir du bas. Ils appartenaient à Claire, mais elle les a laissés ici lors de sa dernière visite. Claire, la fille de Sébastien, étudiait toujours aux États-Unis et ne revenait que rarement en France. Mathilde ne l'avait rencontrée qu'une seule fois, lors d'un bref séjour estival, et la jeune femme s'était montrée polie mais distante. « Sébastien », appela-t-elle alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre. « Je suis désolée. »« Pour tout ça, pour les mensonges, les omissions. » Il se retourna, son regard rencontrant le sien, avec une intensité qui la troubla. « Nous avons tous des zones d'ombre, Mathilde, des parties de nous-mêmes que nous préférerions oublier, ou du moins ne pas exposer au grand jour. La différence, c'est que certains d'entre nous ont eu le luxe de pouvoir les dissimuler derrière des privilèges, de l'argent, du pouvoir. » Il fit un pas vers elle. « Je ne suis pas parfait, loin de là. J'ai fait des choix dont je ne suis pas fier. J'ai privilégié le succès professionnel au détriment de ma famille pendant des années. J'ai manipulé, j'ai écrasé des concurrents sans état d'âme. La seule différence entre toi et moi, c'est que la société applaudit mes erreurs et condamne les tiennes. » Ces paroles, prononcées sans pathos mais avec une sincérité brute, touchèrent Mathilde au plus profond d'elle-même. Pour la première fois depuis l'apparition de Victor, elle sentit un léger espoir renaître en elle. Peut-être, juste peut-être, tout n'était-il pas perdu. « Repose-toi », conclut Sébastien, en posant brièvement sa main sur la sienne. « Demain, nous affronterons tout cela ensemble. » Cette nuit-là, malgré l'inquiétude qui persistait, Mathilde dormit d'un sommeil étonnamment paisible. Comme si la confession, l'aveu de son passé, avait allégé un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Le lendemain matin, c'est un soleil timide qui l'accueillit lorsqu'elle ouvrit les yeux. Les événements de la veille lui revinrent immédiatement en mémoire. Mais étrangement, la panique qu'elle avait ressentie avait cédé la place à une détermination tranquille. Elle trouva Sébastien dans la cuisine, préparant du café. Il avait troqué son costume de la veille contre un jean et un pull simple, une tenue décontractée qu'elle ne lui avait que rarement vue. « Bien dormi ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse fumante. « Mieux que prévu, oui. »« J'ai appelé Emmanuel. » »« Nous sommes attendus dans 1 heure. » Mathilde acquiesça, serrant la tasse chaude entre ses mains comme pour y puiser du courage. Elle sait. « Pourquoi nous venons ?» Je lui ai simplement dit que nous devions lui parler de quelque chose d'important, concernant ta sécurité et celle de Lucas. Ils terminèrent leur café en silence, chacun préparant mentalement la conversation difficile qui les attendait. Le trajet jusqu'à Neuilly se fit dans une Bentley aux vitres teintées, conduite par Henri, le chauffeur de confiance de Sébastien depuis des années. Mathilde regardait défiler le paysage parisien, ses rues, ces boulevards qu'elle avait appris à aimer et qui étaient devenus son foyer ces derniers mois. Allait-elle devoir tout quitter à nouveau? Fuir, recommencer ailleurs, encore une fois? La main de Sébastien se posa sur la sienne, comme s'il avait perçu ses pensées. « Une étape à la fois », murmura-t-il. La maison d'Emmanuel apparut enfin, cette élégante demeure bourgeoise que Mathilde avait appris à considérer comme un second foyer. Son cœur se serra à l'idée qu'elle n'y serait peut-être plus jamais la bienvenue, après les révélations de ce matin. Lucas les accueillit à la porte, son visage s'illuminant en voyant Mathilde. « Tu es revenu. J'avais peur que tu sois parti comme le monsieur bizarre d'hier soir. » Mathilde s'agenouilla pour le prendre dans ses bras, savourant peut-être pour la dernière fois cette étreinte innocente et confiante. « Je suis là, mon grand. » Emmanuel apparut dans le hall, son visage trahissant une nuit d'inquiétude et de questions sans réponse. « Lucas, va dans ta chambre, s'il te plaît. Les adultes doivent parler. » Mais maman... Maintenant, Lucas. Le ton ferme ne souffrait aucune contestation. L'enfant obéit à contre-cœur, jetant un dernier regard perplexe aux 3 adultes avant de monter l'escalier. « Dans le salon ?» indiqua Emmanuel d'une voix tendue. « J'ai fait du thé. » Ils la suivirent en silence. Le salon, habituellement si accueillant avec ses grandes fenêtres donnant sur le jardin,
semblait aujourd'hui froid et formel. Emmanuel s'installa dans un fauteuil, tandis que Sébastien et Mathilde prenaient place côte à côte sur le canapé, une configuration qui n'échappa pas à leur hôtesse. « Alors, commença Emmanuel après avoir servi le thé que personne ne toucha. Qui était cet homme hier soir? Et pourquoi semblait-il si familier avec toi, Mathilde ?» La jeune femme prit une profonde inspiration. Le moment était venu. Plus de secrets, plus de demi-vérité. Juste la vérité brute, avec toutes ses conséquences. Cet homme s'appelle Victor Moreau. Il était mon mari. Le visage d'Emmanuel se figea de surprise, puis se durcit imperceptiblement. Ton mari? Tu ne m'as jamais dit que tu étais marié. Je ne le suis plus. Enfin, légalement, peut-être que si. Nous n'avons jamais divorcé officiellement. Je l'ai simplement quitté. Mathilde rassembla son courage et commença à raconter son histoire. Son enfance dans des foyers d'accueil de plus en plus difficiles. Sa rencontre avec Victor. Les escroqueries, la manipulation, la prison. Sa fuite. Son besoin désespéré de recommencer à zéro. Et enfin cette journée au moulin qui avait tout changé. Pendant tout son récit, Emmanuelle resta silencieuse. Son visage passant par une gamme d'émotions, choc, incrédulité, colère, et finalement quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. « Pourquoi ne nous avoir rien dit ?» demanda-t-elle finalement lorsque Mathilde se tut. « Nous t'aurions peut-être comprise. » Vraiment? Mathilde eut un sourire triste. « Aurais-tu confié ton fils à une ex-détenue, à une femme qui a participé à des escroqueries pendant des années ?» Emmanuel détourna le regard, sa réponse silencieuse plus éloquente que des mots. « Victor est dangereux. » intervint Sébastien. Pas violemment peut-être, mais il est manipulateur, imprévisible, et il semble déterminé à retrouver Mathilde, ou du moins à perturber sa nouvelle vie. « Et Lucas ?» demanda immédiatement Emmanuel, l'inquiétude maternelle prenant le dessus sur tout le reste. « Est-il en danger ?»« Je ne pense pas que Victor s'en prendrait directement à un enfant, » répondit Mathilde. « Ce n'est pas son style, mais il pourrait l'utiliser comme levier, comme moyen de pression. » Elle se pencha en avant, son regard plongé dans celui d'Emmanuel. « Je comprendrais parfaitement que tu ne veuilles plus que je m'approche de Lucas après ce que je viens de te révéler. Mais s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que ces derniers mois n'étaient pas un mensonge. Mon affection pour Lucas, mon respect pour toi, mes sentiments pour... » Elle s'interrompit, jetant un bref regard à Sébastien. « Tout cela est réel, plus réel que tout ce que j'ai connu avant. » Emmanuelle resta silencieuse, pesant visiblement le pour et le contre. Finalement, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant son jardin où Lucas avait passé tant d'heures à jouer sous la supervision attentive de Mathilde. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir à tout ça, pour décider ce qui est le mieux, pour Lucas. » Mathilde sentit son cœur se serrer, mais hocha la tête comprenant parfaitement cette réaction. « Bien sûr, » dit-elle en se levant, « je vais partir. Si tu décides que... » Sa voix se brisa. « Si tu décides que je ne dois plus voir Lucas, je respecterai ta décision. » Emmanuel se tourna vers elle, son visage reflétant une confusion évidente. « Je n'ai pas dit ça, Mathilde. J'ai juste besoin de temps. Et en attendant, il vaut peut-être mieux que Lucas reste ici avec moi, au moins jusqu'à ce que la situation avec Victor soit clarifiée. »« Nous allons nous occuper de ça, » assura Sébastien. « J'ai déjà contacté certaines personnes qui pourraient nous aider à comprendre exactement ce que Victor veut et peut-être à le neutraliser légalement. » Un bruit dans l'escalier attira leur attention. Lucas apparut dans l'encadrement de la porte, son visage trahissant qu'il avait écouté une partie de la conversation. « Tu vas partir, Mathilde ?» demanda-t-il d'une petite voix qui brisa le cœur de la jeune femme. « Juste pour quelques jours, mon grand, » répondit-elle en s'efforçant de sourire. « Ta maman et toi avez besoin de passer du temps ensemble. Et moi j'ai quelques affaires à régler. C'est à cause du monsieur d'hier soir ?» Les trois adultes échangèrent un regard, surpris par la perspicacité de l'enfant. « En partie, oui, » admit Mathilde, « mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. » Lucas s'approcha d'elle et, à la surprise générale, lui tendit un petit objet. « Tiens, c'est pour toi. Pour que tu te souviennes de moi pendant que tu seras parti. » C'était une petite étoile en papier, soigneusement pliée et décorée de paillettes argentées. Un origami que Mathilde lui avait appris à faire quelques semaines auparavant. « Pour que tu retrouves toujours ton chemin, » expliqua-t-il sérieusement.
comme les marins qui suivent les étoiles. Les larmes aux yeux, Mathilde s'agenouilla pour prendre Lucas dans ses bras, serrant contre son cœur cet enfant qui avait changé sa vie de tant de façons. « Merci, mon étoile à moi », murmura-t-elle. « Je le garderai toujours avec moi. » En quittant la maison quelques minutes plus tard, Mathilde sentit qu'une page se tournait, mais contrairement aux autres tournants de sa vie, qui avaient toujours été marqués par la fuite et la peur, celui-ci portait en lui une étrange promesse, celle d'un avenir qui, malgré les ombres qui planaient encore, pourrait être construit sur la vérité, plutôt que sur le mensonge. Et tandis que la voiture de Sébastien s'éloignait, elle serra dans sa main la petite étoile en papier, symbole fragile mais lumineux d'un espoir qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. Un mois s'était écoulé depuis les révélations de Mathilde. Un mois durant lequel la jeune femme avait vécu dans l'appartement d'invité de Sébastien, attendant que sa vie prenne une direction définitive. Un mois d'incertitude, mais aussi de découverte et de vérité enfin dévoilée. Assise sur la terrasse du penthouse, enveloppée dans un châle contre la fraîcheur de cette soirée d'octobre, Mathilde contemplait les lumières de Paris qui s'étendaient à ses pieds. La ville semblait différente vue d'ici, plus petite et pourtant plus vaste, comme si la hauteur offrait une perspective nouvelle sur ce monde qu'elle avait appris à aimer. « 1 euro pour tes pensées », dit Sébastien en lui tendant une tasse de thé fumant avant de s'installer dans le fauteuil voisin. « Seulement 1 euro ? Je pensais valoir un peu plus que ça, » répliqua-t-elle avec un sourire taquin. Ces dernières semaines, leur relation avait évolué d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Forcés de cohabiter par les circonstances, ils avaient découvert une intimité quotidienne, faite de petits rituels partagés, de conversations profondes, de silences confortables. Pas encore un couple au sens traditionnel du terme, mais définitivement plus que de simples amis. « Les nouvelles sont bonnes », annonça Sébastien, son visage s'éclairant d'une satisfaction évidente. « Marcel vient de m'appeler. Victor a été arrêté ce matin à la frontière espagnole. » Mathilde sentit un poids immense se dissiper de ses épaules. Les recherches menées par Marcel Durand, l'ancien policier devenu détective privé, avaient révélé que Victor était impliqué dans des affaires bien plus graves que de simples escroqueries. Blanchiment d'argent, trafic de documents falsifiés pour des réseaux criminels, et même un lien possible avec une affaire d'enlèvement datant de 3 ans. « Est-ce qu'ils ont des preuves suffisantes ?» demanda-t-elle, craignant encore que tout ceci ne soit qu'un répit temporaire. Plus qu'il n'en faut. Marcel a travaillé avec la brigade financière. Ils ont retracé toutes ses activités des 5 dernières années. C'est fini, Mathilde. Il ne te menacera plus. Elle ferma les yeux, laissant cette nouvelle s'imprégner en elle. Fini. Ce mot simple contenait tant d'implications. La fin d'une peur constante. La fin d'un passé qui la rattrapait sans cesse. Peut-être même la possibilité d'un nouveau départ définitif cette fois. Et il n'y a pas de conséquences pour moi. Cette question, elle l'avait repoussée pendant des semaines, craignant la réponse. Non, la rassura Sébastien. Ton témoignage a aidé les enquêteurs, mais tu n'es impliqué dans aucune des affaires graves qui lui sont reprochées. Ton passé judiciaire reste ce qu'il est. Une condamnation mineure, purgée, pour une jeune femme manipulée qui a depuis longtemps prouvé sa réhabilitation. Ces mots étaient précisément ceux que Mathilde avait besoin d'entendre. Non pas qu'elle cherchait à effacer son passé. Elle avait appris à l'accepter comme une partie de ce qui l'avait façonné, mais la possibilité de le dépasser, de ne plus être définie par lui, représentait une liberté inestimable. « J'ai appelé Emmanuel », poursuivit Sébastien. « Je lui ai annoncé la nouvelle. » Le cœur de Mathilde manqua un battement. Depuis les révélations, ses contacts avec Lucas avaient été limités à quelques appels vidéo supervisés par Emmanuel. L'enfant lui manquait terriblement, mais elle comprenait la prudence de sa mère. Qu'a-t-elle dit? Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Sébastien. Elle nous invite à dîner, demain soir, tous les deux. Vraiment? Cette invitation représentait bien plus qu'un simple repas. C'était un geste de réconciliation, peut-être même de pardon. Et le fait qu'Emmanuel les invite, tous les deux, signifiait qu'elle reconnaissait et acceptait ce qui se développait entre Mathilde et Sébastien. « Lucas sera fou de joie de te revoir », ajouta Sébastien, en posant sa main sur celle de Mathilde. « Il n'a pas cessé de parler de toi, tu sais. Il a même construit une maquette de la Station spatiale internationale tout seul, pour te montrer qu'il n'a pas oublié ce que tu lui as appris. » Des larmes de joie perlèrent au coin des yeux de Mathilde.
La simple évocation de Lucas suffisait à faire vibrer cette corde particulière en elle, ce lien inexplicable qui s'était tissé entre elle et cet enfant dès leur première rencontre. Et Emmanuelle? Comment va-t-elle? Bien. Mieux que bien, en fait. Sébastien hésita, puis ajouta « Elle a rencontré quelqu'un, un collègue avocat. Rien de sérieux encore, mais elle semble heureuse. » Cette nouvelle réchauffa le cœur de Mathilde. Malgré les hauts et les bas de leur relation, elle avait développé un véritable respect pour Emmanuelle, cette femme forte qui avait su rebondir après la trahison de Philippe. Tant mieux pour elle, elle mérite d'être heureuse. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient comme des milliers d'étoiles terrestres. L'automne parisien offrait ces soirées particulières où l'air était assez frais pour inciter à la proximité, mais pas suffisamment pour forcer à s'abriter à l'intérieur. « Et maintenant ?» demanda finalement Sébastien. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» La question était simple, mais contenait tant d'implications. Maintenant que le danger représenté par Victor était écarté, Mathilde était libre. Libre de partir, de recommencer ailleurs. Libre aussi de rester, de construire quelque chose ici, avec Sébastien, avec Lucas, avec cette famille improvisée qui s'était formée autour d'eux. « Je ne sais pas encore exactement, » répondit-elle honnêtement. « Mais je sais ce que je ne veux pas, fuir à nouveau, me cacher, recommencer de zéro ailleurs. » Elle tourna son visage vers Sébastien, plongeant son regard dans le sien. « Ces derniers mois m'ont appris que parfois, la vraie force n'est pas dans la fuite, mais dans le fait de rester, d'affronter, de construire. Même si c'est difficile, même si c'est effrayant. » Un sourire tendre se dessina sur les lèvres de Sébastien. « Et si nous construisions ensemble ?» Cette proposition, formulée avec une douceur inhabituelle chez cet homme d'affaires habitué à la certitude, fit battre le cœur de Mathilde plus fort. « Ensemble ?» répéta-t-elle, voulant être certaine de bien comprendre ce qu'il suggérait. « Oui, ensemble. » Sébastien prit sa main entre les siennes, son regard plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. « Ces derniers mois ont changé ma vie, Mathilde. Pas seulement à cause des événements, mais à cause de toi, de ta présence, de ta force. » Il marqua une pause, cherchant ses mots, lui qui d'habitude les maniait avec tant d'assurance dans les salles de conseil d'administration. « Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a traversé tant d'épreuves et qui en est sorti non pas endurci, mais plus sensible, plus authentique. Tu m'as appris à voir le monde différemment, à reconnaître ce qui compte vraiment. » Ces mots, prononcés sans emphase, mais avec une sincérité palpable, touchèrent Mathilde au plus profond d'elle-même. Pour une femme qui avait passé sa vie à douter de sa valeur, à se croire indigne d'amour véritable, cette déclaration représentait bien plus qu'une simple marque d'affection. « Tu ne sais pas tout de moi, » murmura-t-elle, donnant voix à cette peur qui persistait malgré tout. « Je sais l'essentiel, » répondit-il simplement. « Le reste, nous le découvrirons ensemble, jour après jour, si tu le veux. » Un silence s'installa, non pas inconfortable, mais chargé de toutes les possibilités qui s'ouvraient devant eux. Paris s'étendait à leurs pieds, vaste et prometteur, comme leur avenir. « Oui, » dit finalement Mathilde, ce simple mot contenant toutes les promesses du monde. « Je le veux. » Sébastien l'attira doucement à lui, et leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois. Un baiser tendre, presque timide, comme une question posée et une réponse donnée. Le début de quelque chose de nouveau, bâti non pas sur des illusions ou des mensonges, mais sur une vérité durement conquise. Le lendemain soir, lorsqu'ils se présentèrent à la porte d'Emmanuelle, c'est main dans la main qu'ils arrivèrent. Une façon simple mais éloquente d'annoncer ce qui avait changé entre eux. Emmanuelle les accueillit avec un sourire chaleureux qui surprit agréablement Mathilde. La tension qui avait marqué leur dernière rencontre semblait s'être dissipée, remplacée par une acceptation tranquille. « Lucas est dans sa chambre », annonça-t-elle, en les guidant vers le salon. « Il ne sait pas encore que tu es là, Mathilde. Je voulais lui faire la surprise. » À peine avait-elle prononcé ces mots que des pas précipités résonnèrent dans l'escalier, suivis par la voix excitée de Lucas. « C'est Mathilde ?»« C'est elle. » J'ai reconnu sa voix. L'enfant apparut dans l'encadrement de la porte, ses yeux s'illuminant à la vue de la jeune femme. Sans hésitation, il se précipita vers elle, se jetant dans ses bras avec une fougue qui la fit chanceler. « Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. » Mathilde l'étreignit avec force. Respirant l'odeur familière de ses cheveux,
savourant la sensation de ce petit corps vibrant d'énergie contre le sien. Ces semaines sans lui avaient été comme un hiver sans soleil. Bien sûr que je suis revenu, mon petit astronaute. Je te l'avais promis, non? Lucas s'écarta légèrement pour la regarder, son visage rayonnant de joie. J'ai construit la station spatiale tout seul, et j'ai fait plein de nouvelles photos, et j'ai appris à faire des étoiles en origami encore plus compliquées. Il faut que je te montre tout ça. Sa joie était si pure, si spontanée, qu'elle balaya en un instant les dernières traces d'inquiétude qui persistaient en Mathilde. Peu importait le passé, les erreurs, les chemins tortueux qui l'avaient mené jusqu'ici. Ce qui comptait, c'était cet enfant qui l'aimait sans condition, et l'homme qui se tenait à ses côtés, prêt à construire avec elle un avenir commun. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue, presque festive. Lucas monopolisait la conversation, racontant à Mathilde tout ce qu'elle avait manqué pendant son absence. Emmanuelle, plus sereine que Mathilde ne l'avait jamais vue, observait la scène avec un sourire bienveillant. Quant à Sébastien, il couvait du regard cette famille improvisée avec une tendresse nouvelle. Après le repas, tandis que Lucas entraînait Mathilde dans sa chambre pour lui montrer ses créations, Emmanuelle et Sébastien restèrent seuls au salon. « Vous formez un beau couple », dit doucement Emmanuelle en servant 2 verres de vin. « Je suis heureuse pour vous, sincèrement. »« Oh, merci », répondit Sébastien, surpris par cette acceptation si simple, si directe. « Je ne m'attendais pas à ce que tu le prennes ainsi. » Emmanuelle eut un sourire pensif. « Les choses changent, Sébastien. Les gens aussi. Toi, par exemple, je ne t'ai jamais vu ainsi. Pas même quand nous étions mariés. » Il ne pouvait nier cette vérité. Avec Mathilde, il avait découvert une part de lui-même qu'il ignorait. Une capacité à s'ouvrir, à partager, à aimer sans calcul ni retenue. « Et toi ?» demanda-t-il curieux. « Ce collègue dont tu m'as parlé ?» Un léger rougissement colora les joues d'Emmanuelle. « Thomas, oui, c'est nouveau, fragile encore, mais prometteur. Je suis heureux pour toi. Tu mérites cette chance. » Ces mots, prononcés avec une sincérité qui aurait été impensable quelques mois plus tôt, scellaient une réconciliation que ni l'un ni l'autre n'auraient cru possible après leur divorce amer. Non pas un retour en arrière, mais une nouvelle relation, basée sur le respect mutuel et leur amour partagé pour Lucas. À l'étage, dans la chambre de l'enfant, Mathilde s'émerveillait devant la maquette minutieusement construite de la Station spatiale internationale. Chaque détail avait été soigneusement reproduit, témoignant de la patience et de la persévérance du petit garçon. « C'est incroyable, Lucas. Tu as fait ça tout seul? »« Oui, presque. Maman m'a aidé pour les parties difficiles, mais j'ai fait tous les calculs moi-même. » Il sortit un cahier couvert de chiffres et de dessins. « J'ai utilisé l'échelle que tu m'avais apprise. »« Tu te souviens ?»« Bien sûr que je m'en souviens. » Elle feuilleta le cahier, émue par l'application dont il avait fait preuve. Chaque page témoignait non seulement de son intelligence, mais aussi de sa détermination. « Je suis vraiment impressionné. » Lucas se tortilla avec fierté, avant de prendre un air plus sérieux. « Mathilde, tu ne vas plus partir, hein ?» La question, posée avec une inquiétude mal dissimulée, serra le cœur de la jeune femme. « Non, mon grand, je ne pars plus. Je reste ici, à Paris, près de toi. Ça, c'est promis ?»« Promis. » Satisfait par cette assurance, Lucas reprit son bavardage enthousiaste, montrant à Mathilde ses nouvelles photos, ses dessins, les livres sur l'espace qu'il avait dévorés en son absence. Plus tard, ce soir-là, alors qu'il rentrait au penthouse de Sébastien, sous un ciel d'automne parsemé d'étoiles, Mathilde sentit une paix nouvelle l'envahir. Pour la première fois de sa vie adulte, elle n'était plus en fuite. Elle n'avait plus à regarder par-dessus son épaule, à craindre que son passé ne la rattrape. Elle pouvait enfin regarder devant elle, vers un avenir qu'elle construirait jour après jour, avec ceux qu'elle aimait. « À quoi penses-tu » demanda Sébastien, en glissant son bras autour de sa taille, tandis qu'il marchait le long de la Seine. « À la vie, aux chemins étranges qu'elle nous fait parcourir. » Elle s'arrêta pour contempler le fleuve, dont les eaux sombres reflétaient les lumières de la ville. Ainsi on m'avait dit, ce jour-là à Noisiel, que ma vie prendrait ce tournant. Le destin a parfois un sens de l'humour particulier, remarqua Sébastien avec un sourire. Mais je ne m'en plains pas. C'est si bon non plus. 6 mois plus tard, par une belle journée de printemps, Mathilde se tenait devant une salle remplie d'invités dans le jardin de la maison de campagne des Valmont, en Normandie. Vêtue d'une simple robe blanche,
qui mettait en valeur sa beauté naturelle, elle regardait avec émotion Sébastien s'avancer vers elle, plus élégant que jamais dans son costume sombre. Au premier rang, Lucas, fier dans son costume de garçon d'honneur, ne tenait plus en place d'excitation. À ses côtés, Emmanuel et Thomas échangèrent des regards complices, tandis qu'Hélène Valmont essuyait discrètement une larme d'émotion. « Prête ?» murmura Sébastien en prenant sa main. « Plus que jamais », répondit Mathilde, son cœur débordant d'un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. La cérémonie fut simple mais émouvante. Pas de faste inutile, pas d'ostentation, juste l'essentiel. Deux êtres qui se promettaient l'un à l'autre, entourés de ceux qu'ils aimaient. Lorsque Lucas s'avança pour apporter les alliances, perché sur un coussin qu'il avait décoré lui-même de petites étoiles en origami, Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces étoiles, symboles de leur histoire commune, brillaient au soleil comme autant de promesses d'avenir. « Je vous déclare unis par les liens du mariage », annonça finalement l'officiant, scellant officiellement ce qui, dans leur cœur, était déjà une évidence. Les applaudissements éclatèrent, joyeux et sincères, tandis que Sébastien embrassait sa nouvelle épouse avec une tendresse infinie. La réception qui suivit fut à l'image de ce couple peu conventionnel, élégante sans être guindée, chaleureuse sans être excessive. Dans ce cadre bucolique, où le printemps normand déployait toutes ses splendeurs, les invités célébrèrent non seulement une union, mais aussi une renaissance, car c'était bien de cela qu'il s'agissait pour Mathilde. Une seconde naissance, une vie nouvelle qui ne reniait pas le passé, mais s'en nourrissait pour bâtir un avenir plus lumineux. Plus tard dans la soirée, alors que les festivités battèrent leur plein, Mathilde s'éclipsa un moment pour admirer le soleil couchant depuis la terrasse. Lucas la rejoignit, se glissant contre elle avec cette familiarité confiante qui s'était établie entre eux. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il, levant vers elle son visage curieux. « Très heureuse », confirma-t-elle en passant un bras autour de ses épaules. « C'est grâce à moi, tu sais », déclara-t-il avec la certitude désarmante de l'enfance. « Si je n'avais pas été au moulin ce jour-là, papa et toi, vous ne vous seriez jamais rencontrés. » Mathilde sourit à cette logique implacable. « Tu as raison, c'est grâce à toi. Tu es notre petite étoile du destin. » Satisfait de cette reconnaissance, Lucas se blottit contre elle, contemplant avec elle le ciel qui s'assombrissait progressivement, laissant apparaître les premières étoiles. « Les étoiles nous guident toujours vers notre chemin, » murmura-t-il, répétant les mots que Mathilde lui avait appris, même dans les nuits les plus sombres. Cette sagesse enfantine résumait parfaitement le voyage extraordinaire qui avait mené Mathilde jusqu'ici. Des ténèbres de son passé à la lumière de ce présent, elle avait suivi ses petites lueurs d'espoir, Lucas, Sébastien, sa propre force intérieure, jusqu'à trouver enfin sa place dans l'univers. Sébastien les rejoignit, enlaçant sa femme et son fils dans une étreinte qui contenait toutes les promesses de l'avenir. Ensemble, ils formèrent désormais une constellation, 3 étoiles brillant d'une même lumière dans le ciel de leur vie commune. Et tandis que la nuit enveloppait doucement la campagne normande, Mathilde sut avec une certitude absolue qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Non pas un refuge temporaire, mais un foyer. Non pas un rôle à jouer, mais sa véritable identité. Non pas une fuite en avant, mais un ancrage solide dans l'amour partagé. Le chemin avait été long et semé d'embûches, des ténèbres à la lumière, de la solitude à l'amour, de la peur à la confiance. Mais chaque pas, même les plus douloureux, l'avait menée exactement là où elle devait être. Sous le ciel étoilé de Normandie, entourée de ceux qu'elle aimait, Mathilde Valmont, jadis sans nom, sans foyer, sans espoir, était enfin pleinement, merveilleusement vivante.